Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. 22 chapitres plus tard, on y est. Nous arrivons au terme de ce 3e tome. Harry et Hermione sont remontés dans le temps avec succès en parvenant à sauver Buck et Sirius. Et il est maintenant temps de tirer les conclusions de tout ce dénouement rocambolesque. Avant, la vérité échappait à Harry. Désormais, il connaît la vérité, mais ce qui s'est échappé, c'est le traître Pettigrew. La possibilité d'aller vivre chez son parrain également, sans compter le départ imminent du meilleur professeur de défense contre les forces du mal. Pour nous aider à faire le récap de tout ça, on est ravis d'avoir une nouvelle invitée sur cet épisode avec notre auditrice Justine. Salut Justine, comment vas-tu ? Bonjour Marina, bonjour Jérémy, ça va très bien et vous ? Ça va bien, comme Ça va toujours. bien. J'ai l'impression que c'est devenu un peu cringe le truc où il faut qu'on nous demande forcément si ça va bien. Je crois qu'on a... Ah ben j'ai fait attention de le faire, ouais. Ouais, mais je crois que ça... Du coup, les invités à chaque fois, ils font, il faut vraiment que j'y pense, sinon ils vont m'attaquer. Aux futurs invités, il n'y a pas de problème si vous oubliez de nous demander. Si vous vous en foutez de comment on va, c'est pas grave, on accepte. Merci Justine, en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Enfin, t'avais candidaté sur le Discord et puis on t'a proposé une date et ça s'est fait assez rapidement. Donc on est ravis de t'avoir et comme le veut la tradition, on va te poser quelques questions dans un instant pour te présenter avant donc de se plonger tous ensemble dans ce dernier chapitre. Tradition oblige, il y aura bien sûr une volière en fin d'émission dans laquelle on diffusera quelques-uns de vos hiboux sonores. C'est parti! La plume à papote de Justine. Alors Justine, comme pour chaque invité qu'on reçoit, on commence souvent avec cette question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter ? Alors c'était il y a fort longtemps maintenant, c'était à Noël, ma marraine m'avait offert le premier livre. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai vu la première de couverture, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'édition poche avec le Golden Trio en robe noire avec leur chapeau, je m'étais dit mais pourquoi elle m'a acheté ça ? Parce que vraiment, c'était pas du tout mon univers, j'avais vraiment pas compris pourquoi j'avais eu ça pour Noël. Et du coup, à la rentrée, j'avais dit à mes copines, j'ai eu un livre pour Noël. Elles m'ont dit, mais oui, mais c'est Harry Potter, mais c'est trop bien, il faut absolument que tu le lises. Et donc, du coup, j'ai donné la chance au bouquin, on va dire ça, et j'ai enchaîné ensuite avec le 2e, le 3e, et j'ai fait une pause au 4e, pour être honnête. D'ailleurs, la couverture, personnellement, je sais pas vous, mais moi, je l'aime pas trop, cette couverture. Je l'avais c'est pas la meilleure, on va dire. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je crois même que dans mon esprit, je me suis demandé si c'était Harry ou McGonagall qui était dessiné. Ah ouais. Oh, waouh. Non, mais ça pourrait très bien être McGonagall. J'ai conscience que les couvertures sont pas ouf, les premières éditions. J'aime pas trop. Mais j'ai un effet doudou sur ces premières éditions, tu vois. Ouais. C'est le premier livre Harry Potter. Mais La Chambre des Secrets, c'est pareil. Il y a Harry et Ron sur la couverture. C'est très étrange. Je trouve que c'est à partir de la Coupe de Feu où, si je me trompe pas, l'illustrateur s'appelle Gotting, l'illustrateur français, pour les éditions françaises en tout cas. Et à partir de la Coupe de Feu, je trouve que ça s'est amélioré. J'aime beaucoup la couverture de la Coupe de Feu. Mais les 3 premiers, c'est pas foufou. Quand t'as reçu le premier livre, il y avait que le premier livre de sortie, tu te rappelles, ou c'était vraiment au tout début d'Harry Potter ? Alors, du coup, quand j'ai eu le livre, j'étais très très jeune. Je me souviens pas s'ils étaient déjà tous sortis ou pas, mais je me souviens pas d'avoir attendu pour avoir le tome 2 ou le tome 3. Donc, je pourrais pas dire exactement quelle année, mais il y a longtemps, on va dire ça. Et au niveau des films, ça a été quoi ta découverte des films ? Ça a été au moment de la sortie ou après ? Ouais, directement au moment de la sortie, parce que j'avoue, dès que j'ai su que les Harry Potter allaient sortir en film, j'ai arrêté de lire les livres, un petit peu fainéante. Ouais. Et du coup, j'allais au cinéma quand ça sortait, peut-être pas le jour même, mais dans la semaine pour sûr, ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert notre podcast et comment tu l'écoutes ? Quelles sont tes petites habitudes d'écoute ? Alors, votre podcast, moi déjà de base, j'écoute énormément de podcasts. Et en fait, dans le cadre de mon travail, il a fallu que je m'intéresse à Harry Potter. Donc, je me suis dit, je suis sûre qu'il y a un podcast sur Harry Potter, c'est obligé.
Et du coup, j'ai cherché dans l'application Apple Podcast et c'est le seul qui est sorti de la recherche. Je m'attendais à avoir beaucoup de podcasts en anglais, mais au final, non. Et du coup, bonne pioche. J'ai commencé à vous écouter. En plus, le premier que j'ai écouté, c'était le chapitre 1 du prisonnier d'Azkaban. Donc, du coup, je suis très contente de faire le dernier chapitre aujourd'hui avec vous. Et en général, je l'écoute quand je vais au travail. Voilà, parce que j'ai 1 heure de trajet. Donc, en général, c'est à ce moment-là que j'écoute. Et ça dépend. Soit je vais être à fond dans l'histoire, et dans ce cas-là, je vais vraiment écouter juste la partie relecture de chapitres et avancer le reste. Ou des fois, quand je suis chez moi et que j'ai envie d'avoir un petit podcast pour me tenir compagnie, là, je vais me refaire toutes les volières, en fait. Donc, vraiment, ça dépend du mood. Et par rapport à ce que tu préfères dans la saga Harry Potter, si tu devais choisir un livre, un film et un personnage préféré, ça serait quoi? Je pense que ma réponse, elle va pas faire l'unanimité, mais moi, ce serait vraiment sans hésiter le tome 6, aussi bien pour le livre que pour le film. Ah, intéressant. Intéressant. Tu Ouais. sais dire pourquoi? Alors, je dirais l'histoire en elle-même et le livre, parce que déjà, il y a l'arrivée de Slughorn, que j'aime beaucoup. Mhm. Mais ce que j'adore par-dessus tout, à ce moment de l'histoire, c'est qu'on fait plein de retours en arrière. Et ça va nous donner énormément d'indices et ça va développer les personnages. Par exemple, on va comprendre comment le petit Tom Jedusor en est arrivé à devenir Lord Voldemort. Ou bien on va voir comment les parents de Harry se sont rencontrés, ou on va en savoir un peu plus sur Rogue. Donc voilà, je trouve que c'est des informations très importantes pour le reste de l'histoire. Et puis, j'ai vraiment bien aimé le développement des personnages, quoi. Et du coup, pour le film, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il a été un peu mal adapté parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, du coup, j'ai vu le film avant de lire le livre. Donc, quand j'ai lu, ça a été une véritable révélation parce que j'ai eu droit à une moitié d'histoire en plus. Mais je trouve qu'il est très, très beau, ce film, en fait. Et j'aime beaucoup les retours en arrière ou les moments dans la pancine. Je trouve que c'est très, très bien fait et je n'aurais pas pu imaginer mieux ou autrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et un personnage, si tu devais retenir qu'un personnage? C'est assez difficile comme question. Ouais. Mais si je devais en retenir qu'un, je pense que je retiendrais Tom Jedusor. Ah! Parce que, alors, c'est pas mon préféré au niveau, je l'adore ce personnage, mais je trouve que, encore une fois, c'est le plus intéressant parce que si Tom Jedusor n'avait pas été le Tom Jedusor qu'il a été, il ne serait pas devenu Voldemort, il n'y aurait pas eu d'Harry Potter, il n'y aurait pas eu de saga, il n'y aurait rien eu en fait. Ça aurait été juste la vie normale dans le monde des sorciers. Et ça aurait été un peu ennuyant, quoi. C'est ça que tu veux dire. Voilà. Mais devine-t-on une certaine Serpentard chez toi quand même? Est-ce que ça serait ta maison de Même Poudlard? pas. Même pas, ok, Pas du d'accord. tout. Ce serait quoi ta maison? Je suis une serre d'aigle ascendant Ah! Poufsouffle. Ah ça fait plaisir d'être en majorité serre d'aigle. Souvent, avec les invités, il y a une majorité Gryffondor. Voilà, Ouais. on est deux serres d'aigle, ça fait plaisir. Mais oui, ce que tu disais sur le Prince de Sang Mêlé, moi je suis assez d'accord sur tout ce que tu disais. Moi, c'est un livre que j'adore. C'est un film peut-être que j'aime un peu moins, mais je trouve que c'est le film le plus artistique de tous. Et notamment sur la photographie. Et en plus, on peut être fier en tant que Français parce que c'est un directeur de photographie français qui a filmé le film. Il s'appelle Bonello et pour ceux qui connaissent un peu le cinéma, c'est celui qui a photographié pas mal de films de Jean-Pierre Jeunet, donc Amélie Poulain, Un long dimanche de fiançailles, c'est lui. C'est des films extrêmement artistique, très beau visuellement, et ça se ressent que dans le 6e film, c'est un film très sombre, mais avec une lumière hyper travaillée, et c'est toujours un plaisir pour moi de le voir rien que pour ça. Tout à fait d'accord. Et aussi, on met souvent en parallèle le Prince de Sang Mêlé avec le prisonnier d'Azkaban, justement. Et moi, c'est un parallèle que j'aime bien faire parce que dans les deux cas, en fait, on va replonger dans le passé. C'est-à-dire que là, on a replongé dans le prisonnier d'Azkaban, dans le passé des maraudeurs. Et il s'agit, dans le Prince de Sang Mêlé, de se plonger dans le passé de Lord Voldemort, du grand antagoniste de l'histoire. Généralement, quand on aime particulièrement le prisonnier d'Azkaban, on a tendance à beaucoup aimer le Prince de Sang Mêlé aussi. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais, non, mais je suis d'accord et je vois tout à fait le parallèle. Maintenant que tu le dis, ça. Ouais, c'est exactement ça. On peut faire plein de parallèles, c'est ça le truc. Les lectures, les théories de miroir et tout, ça marche dans tous les sens. Si je retiens 2 livres, ça serait Le Prisonnier d'Azkaban et Le Prince de Sang Mêlé, parce que justement, je trouve qu'ils ont un peu les mêmes qualités, en fait, et ils ont un peu cette même construction en flashback que j'aime beaucoup.
Alors, dans ta présentation, tu as évoqué ton travail. Donc, tu Oui. travailles chez Ciné Replica, dans ta vie moldue. Donc, je pense que pas mal de fans de HP qui nous écoutent doivent connaître. Et pour ceux qui ne connaissent pas Ciné Replica encore, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Ciné Replica et en quoi ton travail au sein de cette équipe consiste? Alors, Ciné Replica, on est une marque de répliques de cinéma. On fait notamment des produits Harry Potter, mais pas que, parce qu'on a également d'autres licences comme DC Comics ou Les Maîtres de l'Univers. Mais Harry Potter, ça reste quand même notre plus grosse partie. Et du coup, alors vous avez certainement déjà vu quelque part notre Nimbus 2000 Ouais. ou nos robes, mais voilà, on fait des répliques, des costumes. Moi, ma On robe on vient est de très, Ciné très... Replica. Ah, ça fait plaisir, Ouais. merci Marina. Et donc voilà, on travaille, on a 3 sites, un pour les États-Unis et le reste du monde, un pour l'Europe et un pour la France. Et du coup, moi, je suis en charge du marketing chez Ciné Replica. Du coup, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, bien sûr. On fait les campagnes avec les influenceurs. Je m'occupe également des sites parce qu'il faut écrire toutes les descriptions de produits. Et même de temps en temps, il m'arrive de donner de ma petite personne quand on fait des shootings, parce que normalement on le fait avec des mannequins. Mais de temps en temps, vous pouvez apercevoir ma tête en uniforme Ravenclaw sur notre page Instagram. Voilà. Ouais, donc vous avez peut-être déjà vu Justine en fait, hein. Peut-être que vous la Eh connaissez oui. déjà sans le savoir, hein. Mais Et ouais, est-ce que c'est ta passion pour Harry Potter qui t'a amené à travailler chez Ciné Replica ou pas du tout? C'est juste un enchaînement de choses qui t'a amené à ce travail. Ah ben en fait, justement, c'est l'inverse. C'est en travaillant pour Ciné Replica que je suis devenue fan d'Harry Potter. Parce que quand j'ai postulé, c'était une annonce tout à fait classique pour un boulot en marketing. Il y avait juste marqué tout à la fin, il faut que vous aimiez Harry Potter parce qu'on en parle beaucoup. Hmm. Et je me suis dit, ah bon, ça doit être une blague, je ne sais pas, bon, tant pis. Et du coup, quand je suis arrivée pour l'entretien, bon, j'avais quand même regardé avant, mais je ne m'attendais pas à être à ce point plongée dans l'univers Harry Potter parce qu'une des questions de mon entretien, par exemple, c'était de quelle maison êtes-vous? Ah ouais, ok. Ah oui, oui, oui. Parce que quand tu as commencé à lire les livres quand tu étais petite, ça n'a pas déclenché chez toi une passion pour Harry Potter. Tu as lu, tu as regardé les films, mais tu n'étais pas fan à ce moment-là en fait. J'aimais bien et on va dire que c'était quelque chose qui a fait partie de mon enfance, mais j'étais pas, ouais, non, pas C'est comme vraiment aujourd'hui. ton travail qui t'a amené à découvrir le monde d'Harry Potter et à t'y passionner en fait. Exactement. Donc, je suis Ok. vraiment une jeune Potterhead, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Je crois que c'est la première fois qu'on a ce type de profil. Enfin, Ouais. déjà, je crois que c'est la première fois qu'on a quelqu'un dont l'activité professionnelle est liée à Harry Potter d'une façon ou d'une autre. Bah oui, forcément, ça c'est la première fois. Donc peut-être qu'on en aura d'autres, comme toi, Justine, on verra. Peut-être. Peut-être qu'on aura des acteurs. Non, je plaisante. Ah, je vous le souhaite. Des acteurs, ça va être compliqué. Peut-être des doubleurs, parce que, en plus, à l'époque du premier podcast que je faisais, on en a rencontré pas mal. Et je sais qu'il y en a certains qui sont toujours motivés pour parler d'Harry Potter, donc pourquoi pas avoir les doubleurs d'Harry Potter. Ça pourrait être sympa. Mais en tout cas, t'es la première à avoir une activité. Ouais, et surtout Pro, que cette ouais. activité a fait naître chez toi la passion d'Harry Potter. Ouais, c'est bien, c'est cool. Merci Justine pour cette présentation. Et je crois que maintenant, c'est le moment de débuter le résumé du chapitre. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 22. Encore du courrier. Le regard d'Harry perdu dans le ciel après le départ de Sirius et Buck est ramené sur Terre par Hermione. Il ne reste que 3 minutes pour rejoindre l'infirmerie. Arrivés en bas de l'escalier en colimaçon, Harry et Hermione entendent les voix de Rogue et Fudge dans le couloir. Le professeur de potions confie au Premier ministre qu'il espère que Dumbledore ne va pas s'opposer au baiser du détraqueur de Sirius. Fudge lui répond que cela va arriver dès que McNair sera de retour avec eux. Il est soulagé que cette affaire embarrassante soit bientôt terminée. Il va enfin pouvoir annoncer à la Gazette du Sorcier que Sirius est capturé et le journal va sûrement solliciter Rogue pour une interview. Interview qui sera sûrement appuyée par Harry Potter quand il aura retrouvé ses esprits.
C'est moi où il est vraiment idiot, Fudge. C'est pas qu'il est idiot, c'est qu'il est. Il pense qu'à la politique et à son image. Ouais, mais tu sais, genre pour vraiment penser que Harry, Ah il est vraiment désorienté et qu'il va vraiment donner une interview à la Gazette du Bah, Sorcier. En fait, à ce moment-là du chapitre, il est pas conscient de l'état de Rogue. Ouais. Du fait Oui, qu'il oui. est totalement Zinzin. déraisonnable avec cette situation. Pour l'instant, il croit Rogue aveuglément. Et du coup, il pense que le jeune sorcier, le jeune ado, a perdu un peu ses esprits avec tout ce qui s'est passé. Ouais, puis il est ravi à l'idée que Sirius soit enfin capturé et que maintenant qu'il est capturé, il est hors de question pour lui d'entendre une version alternative où Sirius serait innocent. Parce qu'après tout, je pense que personne ne connaît le comportement, enfin surtout Fudge, ne connaît pas le comportement de Rogue avec ses élèves, avec notamment Harry. Et tout le monde n'est pas au courant du passé qu'il a avec les parents de Harry. Donc Fudge, pour le coup, là, il n'a pas tout le passif de la relation Rogue avec les Potter. Et Fudge aussi, il pense qu'à son image aussi. Hein. C'est le politicien de base. C'est le fait vraiment qu'ils disent, tu vois, genre avec Harry et l'interview de la Gazette du Sorcier, on voit bien toute la naïveté qu'il a en fait. Mais oui. Et c'est bien que plus tard, quand il voudra pas admettre à la fin de la Coupe de Feu que Voldemort est de retour, je pense que effectivement il se met des œillères. Mais en vrai, il y a pas que des œillères politiques chez lui, il y a aussi le fait qu'il est complètement naïf, quoi. Ça se demandait comment il est devenu ministre de la magie, celui-là, quoi. En tout cas, Rogue, lui, je pense qu'il est content de la situation, puisque Harry aperçoit le sourire de satisfaction de Rogue lorsque les deux hommes passent devant leur cachette. Une fois que les deux amis se sont bien assurés que le chemin est libre, ils continuent leur route en direction de l'infirmerie. Seulement, un nouvel obstacle se met sur leur chemin. Peeves, qui caquette d'excitation. Qui quoi? Qui caquette. C'est marqué dans le chapitre, et je me demande, c'est quoi un fantôme qui caquette d'excitation? Je sais pas. Vas-y, fais-nous une imitation pour... Bah moi j'ai pensé à Weedy et son cri de mouche. Quand elle voit une mouche ou un oiseau. Harry et Hermione doivent se cacher dans une classe déserte pour échapper à l'esprit frappeur, sûrement excité à l'idée du baiser du détraqueur. Une fois le poltergeist caquetteur disparu, wow, j'ai réussi à le dire, les deux amis se mettent à courir en direction de l'infirmerie. Il ne vaut mieux pas penser à ce qu'il se passerait s'il n'était pas de retour avant que Dumbledore ne verrouille la porte. On voit bien là avec Peeves qu'il est une nouvelle fois, mais comme très souvent, il est utilisé comme un obstacle en fait, qui va ralentir les héros à un moment où ils sont dans l'urgence. Et vous, est-ce que c'est un personnage que vous regrettez dans les films ou vous pensez un peu qu'on peut se passer de Peeves à Poudlard? Non, moi je trouve que c'est dommage qu'il l'ait évincé des films. Après, c'est son rôle c'est un esprit frappeur, donc c'est son rôle d'être nuisant dans le livre de toute façon. Et je pense qu'il est utilisé à bon escient la plupart du temps, et c'est dommage. En fait, ne pas l'utiliser dans les films, c'était peut-être se priver d'un instant d'humour, entre guillemets, de légèreté. Et c'est dommage. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Marina. C'est vraiment dommage qu'il ait enlevé parce que, ok, il peut être agaçant de temps en temps, mais bon, c'est quand même un personnage qui fait partie de l'histoire, quoi. Donc c'est dommage qu'on on le mentionne même pas du tout dans les films, quoi. Ouais, je crois qu'il y a eu des... Enfin, c'est pas je crois, c'est que c'est sûr, il y a eu des scènes de tournée pour le premier film avec lui, mais il y a des images qui tournent avec sur un Internet. acteur. L'acteur est décédé depuis. Bah, ça tourne, bah, je sais pas, t'en as vu toi? Ouais. Ah ouais? Oui. Ah ouais, moi j'en ai jamais vu. J'en ai vu une, quoi. Ah ok. Mais parce que je crois que Chris Columbus avait dit qu'il montrerait les scènes coupées à un moment donné, puis vraiment l'intégralité. Alors attention, j'ai pas vu une scène, j'ai vu une capture d'écran. Une capture, ah ouais, ouais, ouais. Mais les scènes, non, n'ont pas été diffusées, donc peut-être qu'un jour on les verra. Mais de toute façon, oui, il a été supprimé. Mais en fait, je pense que comme il faut faire de la place, enfin, il faut virer certains trucs, je pense que Peeves, malheureusement, ça a été un des premiers peut-être au montage à être retiré parce que en fait, je vois ce que vous dites, il est inutile et c'est justement pour ça qu'on l'aime en fait, parce que c'est à Poudlard, tout doit pas être utile à l'histoire. Mais malheureusement, dans un film, ça doit être efficace, sinon ça dure 5 Mais il n'y a heures et demie. qu'une scène ou deux, vraiment. Ouais, je suis... Une petite apparition de temps en temps pour montrer qu'ils ont pensé à ce personnage quand même. Exactement, ouais. C'est un petit peu dommage. Mais regarde, quand on regarde les fantômes aussi, ils n'existent pas. Nick Quasi-Sans-Tête, qui est quand même assez développé dans Harry Potter,
Franchement, c'est un On le figurant. voit à peine, quoi. Ouais. Alors que c'est un grand acteur britannique qu'ils ont pris, mais on le voit très très peu. Si bien que dans les derniers films, je crois qu'on le voit quasiment pas. Ah, je crois que tu as bénéficié d'un surnom qui ressemble à Nick quasi sans tête, je crois, sur les réseaux. Ça me fait penser. J'ai publié une image de toi. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais Oh, la pub. vous pouvez suivre mon compte. Je vais le mettre en description. Allez, follow. Marina934. Enfin bref, j'ai mis une photo de. On a été au musée de l'illusion de Lyon, donc si vous êtes vers Lyon, allez-y parce que c'est vraiment sympa. Et j'essaye de retrouver. J'ai posté une photo de toi dans l'illusion. On dirait que tu n'as qu'une tête. Et il y a un auditeur qui a fait un super jeu de mots avec Nick quasi sans tête, mais je l'ai pas noté pour l'émission. T'as publié cette photo. Jérémy quasi sans corps. C'est drôle. Caldor Drego. Je crois qu'il fait oui, partie oui. intégrante du Discord. Oui. Tu m'as fait beaucoup rire, Caldor. Voilà, c'était mon petit... C'est mon côté fantôme. C'est l'anecdote vie perso. Harry et Hermione arrivent au moment où le directeur s'apprête à verrouiller la porte à l'aide de sa baguette magique. Paniqués, Harry et Hermione courent à toutes jambes pour le rejoindre. En les voyant, Dumbledore leur demande comment ça s'est passé en souriant. Harry lui annonce que Sirius s'est envolé sur le dos de Buck. 2 innocents ont bien été sauvés cette nuit. Une fois que le directeur s'est assuré que les doubles d'Harry et d'Hermione soient partis pour l'aventure qui vient de se terminer, les 2 amis rejoignent leur lit. Et là, à ce moment, j'ai eu un peu un problème de réflexion. Parce qu'en fait, en utilisant le voyage dans le temps, tu crées une sorte de boucle temporelle incessante. Mais au final, elle doit bien cesser, cette boucle temporelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, ça veut dire qu'Harry et Hermione du passé sont partis pour vivre l'aventure qui vient de se terminer. Mais Harry et Hermione du passé vont bien revenir à l'avenir de leur aventure. Et quand ils reviennent, Harry et Hermione du présent sont encore là parce que pour eux, l'aventure est terminée. Est-ce que je loupe un truc ou est-ce que c'est le problème du voyage dans le temps ? C'est le problème du voyage dans le temps. Mais c'est pour ça que ça s'appelle une boucle temporelle, parce que par définition, c'est une boucle qui se répète encore et encore. Donc ça veut dire qu'il y a eu la création d'un monde parallèle où dans ce monde, il y a tout le temps la boucle Harry et Hermione. Alors là, j'aurais tendance à penser que non, parce que finalement, j'ai envie de dire que Harry et Hermione ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Et donc tu penses que la boucle a disparu ? Je pense que oui, dans ce cas-là, il n'y a pas 2 réalités parallèles qui se superposent. Donc Harry et Hermione qui viennent de partir quand ils rentrent dans la Je pense que ça boucle la boucle. Tu penses qu'ils disparaissent ? Je pense que ça boucle la boucle, en fait. Merci. Voilà. Mais non, mais parce que après, de toute façon, on parle du temps, donc dès lors que tu reviens dans le temps, tu brises une règle fondamentale de l'espace-temps, donc dans tous les cas, il se passe un truc bizarre. Mais par contre, là, on va dire que ça s'est bien passé. Un peu comme quand Hermione, elle remonte dans le temps à chaque fois d'1 heure pour assister à un cours. En fait, elle crée des boucles. Mais du coup, ça veut dire que qui sont ces Harry et Hermione qui viennent de partir ? C'est pas les vrais Harry et Hermione finalement. Si, c'est les vrais. Si. Bah oui, mais si c'est les vrais, à un moment ils vont revenir. Et vu qu'ils sont, je sais pas si. Bah, oui, c'est la boucle. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, il faut. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, il faut partir du principe que la boucle est bouclée et que. Non, mais ça montre que le voyage dans le temps, le temps ne marche pas en fait. Oui. Enfin, ça marche pas. Ça marche pas. Ça crée des paradoxes en tout cas. Bah oui, ça marche pas. Mais là encore, ça va parce que ça se passe bien. Ouais, mais on voit par exemple dans l'Infomaudit, même si je cautionne pas du tout ce qui se passe dans l'Infomaudit, l'Infomaudit, en fait, ça se passe pas bien. Et en fait, en se passant pas bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs réalités parallèles qui se superposent. Et là, c'est le caca. Parce que en fait, la réalité dans laquelle t'es parti dans le temps, enfin, tu vois, genre, t'as une réalité 1, tu remontes dans le temps, et cette réalité 1, elle continue. Mais toi, tu remontes dans le temps et t'as changé tellement de choses que quand tu reviens au moment présent, la réalité n'est plus la même. Donc en fait, t'es parti dans le temps 1, mais t'as créé un temps 2. Et les temps 1 et les temps 2 sont 2 lignes qui sont parallèles et qui continuent. Ce qui fait qu'en fait, t'as pas un seul espace-temps, t'en as plusieurs. Et c'est là où ça devient vraiment n'importe quoi. C'est que c'est Rick and Morty, on avait parlé dans le dernier épisode, mais ça devient Rick and Morty. En fait, il peut y avoir plusieurs Harry et Hermione. Là, pour le coup, ça marche pas parce que je pense que la boucle est bien bouclée. Ok, on va dire ça. Ça va, Justine, tu suis ? Oui, je suis, mais je t'avoue que j'ai pas plus de réponses. Non.
C'est chelou comme situation. Ouais, c'est bizarre. Dès que le voyage dans le temps est impliqué dans une histoire, c'est toujours compliqué. Et encore une fois, c'est pour Ouais. ça qu'elle a détruit tous les retours de temps de l'Ordre du Phénix. C'était Ouais. justement pour éviter qu'une lectrice comme toi, Marina, ne se pose trop de questions. Et c'est pour ça qu'il ne faudrait pas que le voyage dans le temps existe en réalité, parce que c'est la Non. merde. Ça Merde. serait pas bien. Je crois qu'on va recevoir des bouts. Mais si, ça serait trop bien. On pourrait remonter à la Renaissance ou des choses comme ça. Ah ouais, je veux tellement remonter à la Renaissance. Non mais quand on s'imagine remonter au Moyen-Âge ou à la Renaissance, bizarrement, on s'imagine tous remonter dans la cour d'un roi, tu vois. En tant que Ah, mais bourgeois, tellement. bien habillé, etc. On s'imagine pas que, sûrement, au vu du milieu où on est et tout, on fait pas partie des 1%. Alors du coup, on va sûrement finir dans la cour d'un paysan, en fait, dans la boue, dans le... voilà. Roi. Et dans les champs, à être habillé comme Jacouille, en fait. Bizarrement, on s'imagine pas en Jacouille. Non, pas trop, non. Je détruis le rêve des auditeurs, là. Vous seriez sûrement un Jacouille, donc ne rêvez pas. Non, moi, j'aimerais bien, je sais pas, juste remonter dans les années 80, aller voir des concerts de groupe que j'adore écouter, mais que je pourrais jamais voir sur scène. J'ai des petites ambitions, tu vois. J'ai pas des grandes ambitions de remonter dans le temps à la préhistoire, quoi. Ah ouais, j'aimerais Voir les trop les dinosaures. années 80 m'habiller comme dans les années Mais 80. grave, Danser là comme ça. c'était les meilleures années. Pourquoi on n'était pas jeunes dans les années 80? Ouais, bah, ça voudrait dire on serait beaucoup plus vieux aujourd'hui, donc... Oui, mais t'aurais un retourneur de temps, donc tu fais ce que tu veux. Ouais. Moi, je suis déjà bien avec ma petite trentaine. Enfin, déjà bien. J'accepte doucement ma petite trentaine, alors du calme. Justine, on Mais- a à peu près le même âge, je crois. Ouais. Mais déjà, les années 80 sont pour les plus jeunes les années 90 maintenant. Il y a une vague de Bah. nostalgie des années 90 pour les plus jeunes. Ils commencent à s'habiller comme nous, on s'habillait avant, c'est assez drôle. Et donc, du coup, en disant ça, j'ai vraiment l'impression d'être une daronne, quoi. Mais tu sais, la mode, c'est un cycle. Moi, je m'habillais comme ça quand j'étais plus jeune. Tu sais qu'on a beaucoup d'auditeurs. S'ils te croisent dans la rue, ils vont t'appeler madame. Hein. Arrête. Non, mais ça, c'est le respect. Quand tu vois une célébrité, toujours, Ah, oui. t'es impressionné. Je suis pas sûre que les jeunes lycéens qui me disent oups, pardon madame, c'est une question de célébrité. C'est une question de respect envers les aînés, plutôt. Et je suis contente qu'on me respecte. Mais j'ai un petit pincement au cœur parce que je me dis, ça y est, je ne passe plus pour une jeune étudiante cool. Je passe pour une madame, quoi. C'est un peu difficile à... Ouais, c'est un peu Je difficile. partage ta peine, totalement. Bah ouais, surtout que l'autre jour, j'ai été confrontée à des jeunes un peu indisciplinés envers moi, qui ont un comportement de petits cons, on va le dire, j'hésite pas à le dire. Et du coup, ils m'ont manqué de respect, mais j'ai réagi, je leur ai parlé comme si j'étais leur daronne, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en effet, j'avais un comportement maintenant d'adulte responsable qui réprimande des gamins qui n'ont aucun respect, quoi. Et qui va s'offusquer de la génération d'aujourd'hui. C'est un Les peu... gamins, c'était Fred et George Weasley. Oh, je crois pas, non. Hier. Ah là là. Non, mais je vais pas raconter, mais ça m'énerve encore, ce manque de respect. Enfin bref, revenons à nos moutons, je vais commencer à raconter ma vie. Rendez-vous sur le Discord pour en savoir plus sur la vie de Marina. Enfin bref. En tout cas, Harry et Hermione rejoignent leur lit à l'infirmerie, mais ils n'ont pas le temps de souffler, car un instant plus tard, Pompon, ou Pompon, je sais Moi, je pas dis comment... pom-pom. Moi je dis Pompon. Il vient les rejoindre pour leur donner leur dose de chocolat qu'ils prennent sans contester au regard de l'humeur massacrante de l'infirmière. Au 4e morceau de chocolat, des cris se font entendre. La voix de Rogue se fait entendre de plus en plus proche. Il hurle que c'est impossible de transplaner dans ce château et qu'il est sûr que c'est un coup de Potter encore. La porte de l'infirmerie s'ouvre dans un grand bruit sur Dumbledore, à l'air amusé, puis sur Fudge et Rogue furieux. Rogue hurle qu'il sait que c'est Harry et Hermione qui ont aidé Sirius à s'évader. Malgré les tentatives de Fudge pour le calmer, Rogue hurle que le Premier ministre ne sait pas ce dont Harry Potter est capable. Dumbledore vient au secours de Fudge en expliquant à Rogue qu'il venait de quitter ses élèves il y a 10 minutes et qu'en plus Madame Pomfrèche n'a pas vu ses patients quitter leur lit, à moins que Harry Potter et Hermione aient la faculté de se retrouver à 2 endroits en même temps. Outre cette théorie, il n'y a aucune raison de les accuser. Ce vilain. Là, je me suis dit à ce moment-là,
il y a aucun prof qui est dans la confidence que Hermione elle a un retourneur de temps. Mais pareil, il doit bien le McGonagall. voir à la réunion. McGonagall. Ouais, mais Ouais, mais Mais Ils en Rogue. discutent, non moi je suis un peu d'accord avec Justine, c'est-à-dire que c'est un truc assez important comme décision et ça donne l'impression que ça s'est fait entre McGonagall et Dumbledore, quoi. Ou est-ce que Rogue est au courant, mais il n'en parle pas pour protéger Dumbledore au final? vu comme il est énervé, là, Voilà, et puis je pense que s'il était au courant, il sauterait sur cet argument-là quand justement Dumbledore dit que c'est pas possible parce qu'ils peuvent pas se trouver à deux endroits en même temps. Or, si Oui, mais il sait juste- qu'il y a le retourneur de temps, c'est possible. Oui, mais je pense que ça a été fait sans l'accord du ministère. Et donc, du coup, en balançant Dumbledore et McGonagall, c'est mettre en danger leur poste. Tu vois, ça a des graves conséquences. Si, il y a eu l'autorisation du ministère. Ah On ouais le sait, ouais, McGonagall, elle a dû demander l'autorisation au ministère, si. Ah bah non, bah je sais pas. Là. Non, c'est vraiment. Pour moi, ça dit que Rogue n'est pas au courant, mais je trouve ça un petit peu abusé parce que ça veut dire qu'il y a aucun prof qui est au courant. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, l'histoire marche non, pas. et puis moi, je me suis aussi fait la réflexion, tu vois, aux réunions entre profs, tous les semestres ou trimestres, ils doivent bien se rendre compte que Hermione, elle a beaucoup plus de cours que les autres. Enfin, je sais pas, par déduction, tu Alors, peux arriver à comprendre qu'elle a un retourneur de temps, est-ce peut-être, qu'à non Poudlard, ils font des conseils de classe? Moi, Poudlard, je le vois comme une école classique. Quelle est la Donc, question oui, Et à quoi Mais ressemble après, le oui, conseil je de sais classe? J'ai quand même tendance. Je sais pas s'il y a un conseil de classe. J'ai quand même tendance à penser qu'en tant que prof, tu peux voir les notes dans les autres matières d'un élève que tu as en classe, non? Oui, bah oui, puisqu'au conseil de classe, ils abordent tout le curriculum Bah vitae oui. de l'élève. Et donc, du coup, les délégués seraient les préfets, en fait. À moins que, comme maintenant, ça va pas, sinon. Hermione est à Gryffondor, il y a que McGonagall, par exemple, qui a accès un peu au dossier des élèves de Gryffondor. Et que, comme Rogue, il a Serpentard, il peut pas savoir, tous les cours que fait Hermione. Théorie. Ah, peut-être. Peut-être que c'est que les directeurs de maison qui Ouais, les s'occupent, directeurs de maison. les profs principales, quoi. Les profs principaux, pardon. Ouais, ça remplace un peu, même si ça veut dire que t'es prof principal de cette classe. Mais, Ouais, mais en même c'est temps, il vrai. n'y a pas beaucoup de profs à Poudlard, hein. Du coup, t'as pas de suspense et c'est plutôt bien, quoi. Enfin, si t'aimes pas Rogue dans ta maison, tu te le tapes pendant toute ta scolarité. Ouais, super. Je sais pas, de toute façon, si j'aimerais avoir McGonagall en prof principale. Elle doit être un peu dure. Elle est dure, mais elle est juste. Puis t'aurais pas le choix, t'es à Gryffondor. Bah oui. C'est vrai. Devant un Fudge outré et un Dumbledore amusé, Rogue quitte l'infirmerie d'un pas furieux. En voyant partir Rogue, Fudge conseille au directeur de le surveiller, car il n'a pas l'air très équilibré. Dumbledore répond que son professeur de potions a surtout l'air contrarié. Et il n'est pas seul. Fudge s'inquiète de la réaction des médias quand ils vont apprendre l'évasion de Sirius, et en plus celle de Buck. Il va devenir la risée avec tout ça. Il faut qu'il rentre au ministère gérer tout ça et ordonner aux détraqueurs de rentrer à Azkaban. Il n'aurait jamais imaginé... Ouais, là, ce que je vais dire, ça, je confirme ton côté naïf pour Fudge, Ouais. puisque c'est marqué qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse donner un baiser à un garçon innocent. Je suis pas sûre que les détraqueurs s'occupent du statut innocent ou coupable de leur victime, mais ils s'occupent plutôt du fait qu'on leur donne une victime et ils peuvent donner un baiser, c'est tout. Ils se posent pas la question de... Ils ont pas la réflexion pour se poser s'ils sont innocents ou coupables. Surtout que ça se sait, parce que par exemple, Rogue, dans la cabane hurlante, il dit que les détraqueurs vont peut-être même s'occuper du loup-garou si le cœur leur en dit. Donc ça sait que... Enfin, en gros, les détraqueurs égale bavure, tu vois. Bah, pour le loup-garou, je suis pas d'accord, parce que pour les sorciers, est-ce que le fait d'être un loup-garou, ça peut pas être une menace Ouais. que ça peut pas être une raison pour donner un baiser du détraqueur quand ils ont été une menace, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est insupportable chez Fudge à ce moment-là, c'est que il avoue que les détraqueurs sont, je cite, impossibles à contrôler. Et pourtant, il fait rien, tu vois. Et il fera rien pendant des années encore. Même quand il aura la preuve que des détraqueurs ont attaqué Harry avec le témoignage de Madame Fig et tout. Genre, il sait pertinemment que les détraqueurs, c'est pas des créatures avec lesquelles il faut collaborer, tu vois. Et que c'est des créatures du mal. Ça montre qu'il le sait, mais qu'il fait rien, tu Non, vois. mais genre. il a des idées un peu de merde, Feuille, hein, disons-le comme ça. Hein. Puisqu'à la place des Carrément. détraqueurs, sinon, Ouais. il propose des dragons Ah à oui. l'entrée de l'école. Qu'est-ce qui peut mal se passer avec des dragons? Bon, Hagrid va être content, mais... Ouais, voilà. c'est ça, c'est dit qu'Hagrid, il serait content. Dumbledore, il dit ça.
Après le départ de l'infirmerie des deux hommes, Ron se réveille enfin, sans aucune idée de ce qu'il vient de se passer. Harry délègue gentiment à Hermione le gossipage des derniers événements. C'est un peu plus drôle dans le film, je trouve, quand dans le film, Ron, il est réveillé tout le long. Et du coup, il est encore plus bébête. Il comprend rien au discours de Dumbledore. Il les voit partir, il les voit revenir. Il est là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est plus drôle dans le film. Le lendemain, après avoir quitté l'infirmerie, les trois amis se promènent au bord du lac pendant que leurs camarades ont plutôt choisi de partir à Préolard. L'ombre qui les enveloppe leur signifie qu'Hagrid vient de les rejoindre. Le garde-chasse a fêté toute la nuit l'évasion de Buck. Un instant, il s'est inquiété que son évasion se soit soldée par une rencontre malheureuse avec Lupin. Mais le professeur contre les forces du mal lui a affirmé qu'il n'avait rien dévoré la nuit dernière. Et là, les trois amis se demandent de quoi parle Hagrid. Enfin, il n'est pas censé être au courant. Et en fait, Rogue a avoué dans la matinée au Serpentard que Lupin est un loup-garou. Évidemment, à l'heure actuelle, toute l'école est au courant. Évidemment, Rogue a eu sa vengeance finalement parce qu'en apprenant que son état a fuité dans toute l'école, Lupin a immédiatement donné sa démission. En apprenant ça, Harry décide d'aller rendre visite à Lupin. Ça ne changerait sûrement rien à la situation, mais il a besoin de le voir quand même. On est d'accord que c'est... Pour moi, ça fait partie du top 3 au moins de ce que Rogue fait de pire dans la saga. C'est-à-dire que, surtout pour Lupin, qui lui a jamais manqué de respect, qui l'a jamais bully, d'avouer qu'il est un loup-garou alors que c'est la chose qui c'est la chose qui lui détruit sa vie, qui lui détruisait sa vie jusqu'alors. C'est horrible de faire ça, vraiment. Genre les adorateurs de Rogue, repensez à ce moment, il balance Lupin qui lui a jamais rien fait. C'est terrible. En balançant Lupin, en plus, il signe son éviction, donc éviction de son ennemi entre guillemets d'enfance. Et aussi l'éviction du professeur contre les forces du mal, et ça laisse encore la place vacante. Donc il imagine peut-être l'occuper l'année d'après, quoi. Bah oui, en plus c'est intéressé derrière. Spoiler alert, ouais, je vois spoiler alert bourguignon. Ça ne marchera pas l'année prochaine. Non mais j'invite tous les adorateurs de Rogue à lire tous les cris sur Lupin qu'avait publié J.K. Rowling dans Pottermore pour voir à quel point sa vie a été détruite par le fait d'être un loup-garou et à quel point Dumbledore l'a sauvé, entre guillemets, en l'acceptant comme élève. Et Lupin, il a trouvé, il a trouvé les maraudeurs. Pour la première fois, il a eu des amis dans sa vie. Malgré ses années heureuses à Poudlard, après Poudlard, malheureusement, sa condition de loup-garou, ça l'a rattrapé. Parce qu'il n'a pas pu avoir une vie sociale, il a enchaîné les petits boulots, il a eu une vie misérable à cause de ça. Et une seconde fois, Dumbledore, il vient le re-sauver, entre guillemets, en lui proposant le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Et là, c'est Rogue qui détruit ça, en fait, qui détruit sa vie sociale, qui détruit sa vie, en fait, tout simplement. C'est terrible. C'est dans le top 3 de ce qu'il fait de pire, et dans le top 3, il y a aussi quand il se moque des dents d'Hermione dans la coupe de feu. T'inquiète, t'as lâché ton... Ça y est, je me suis énervé quand c'est Severus Rogue. Mais vous inquiétez pas, on en dira du bien dans 10 ans, quand on sera au lit de la mort. Pas sûr. Lupin, toujours en possession de la carte du maraudeur, a vu la visite d'Harry venir. Après que Dumbledore ait réussi à convaincre Fudge que Lupin ait sauvé la vie d'Harry, Rogue a malencontreusement laissé échapper que Lupin est un loup-garou à ses élèves au petit déjeuner. Le fait qu'il soit passé à côté de Lord de Merlin y est sûrement pour quelque chose, en plus de sa rancune passée. Et pour Lupin, les premiers hiboux des parents indignés vont sûrement arriver le lendemain. Harry supplie Lupin de ne pas partir, mais en vain. Le professeur, l'ancien professeur, lui demande alors de lui parler de son Patronus, puisqu'il se doutait bien que son élève préféré avait réussi à faire un sublime Patronus pour évincer les détraqueurs. Harry lui raconte alors que son Patronus a pris la forme de cerf. Effectivement, l'animagus de son père était bien un cerf, d'où son nom de maraudeur, Cornedru. Après avoir rangé les dernières affaires dans sa valise, Lupin confie à Harry la cape d'invisibilité qu'il a retrouvée dans la cabane hurlante, ainsi que la carte du maraudeur. Après tout, James Potter aurait sûrement été déçu que son fils ne découvre jamais les passages secrets menant à l'extérieur du château. Alors que quelqu'un frappe à la porte, Harry range précipitamment la carte ainsi que la cape. La personne qui vient de frapper et qui entre dans le bureau n'est nul autre qu'Albus Dumbledore, qui vient annoncer à Lupin que son fiacre l'attend.
C'est vraiment le mot qui est dit dans le texte, c'est fiacre. C'est le Moyen-Âge dans le monde des sorciers. Lupin dit au revoir à Harry en précisant qu'il est certain qu'ils se reverront un jour. Puis il dit au directeur qu'il n'a pas besoin de se faire accompagner. Je crois que c'est une de mes scènes préférées dans les films. Toute cette discussion entre Harry et Lupin. Enfin, c'est bête, c'est pas de l'action, c'est juste un dialogue entre deux personnages. Mais je trouve qu'il y a une émotion dans cette scène. Je suis d'accord. Et quand il range ses affaires, et puis il y a ce plan, Harry, en fait, il est encore en haut des escaliers, parce que le bureau, il est en hauteur dans les films. Et il y a cette vue plongeante, en fait, qui est le point de vue de Harry, qui voit Lupin partir dans sa classe vide comme ça. Enfin, ce plan me bouleverse à chaque fois. Et je saurais pas trop l'expliquer pourquoi, mais je ressens toute la détresse de Lupin à ce moment-là. C'est une scène très triste. Et de Harry aussi, puisque c'était un ami de son père, donc ça lui donnait l'impression de se rapprocher de ses parents qu'il n'avait pas connus. Moi, je trouve dans cette scène, quand Lupin part, on sent la boule dans la gorge d'Harry. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Complètement. Surtout en fait, il vient de voir Sirius partir. Alors Sirius s'échappe, il lui permet de s'échapper, mais n'empêche qu'il le voit partir loin de lui. Et juste après, il voit Lupin partir aussi. Et en fait, les deux personnes qui peuvent l'accrocher à son passé, à l'histoire de ses parents, à ses racines, partent. C'est pour ça qu'il est déprimé à la fin de ce livre. Gros sur la patate. Ouais, ça résume bien. Est-ce que c'est ton renommage de chapitre de tout à l'heure? On verra. Non, j'étais un peu vieux. Quoi? C'est le pom-pom sur la Garonne. Oh là là. J'espère que c'est pas ton titre de chapitre. Harry s'assoit, l'air déprimé. La porte se referme, mais Harry aperçoit que Dumbledore est toujours là. Et ça, on sait ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'heure du débrief traditionnel de fin avec Dumby. La petite discussion de fin, comme d'habitude. Dumbledore lui demande ce qui ne va pas, et Harry répond que tout ce qu'ils ont fait la nuit passée ne change rien, parce que Pettigrew s'est échappé. Mais Dumbledore lui rappelle qu'il a quand même sauvé la vie de Sirius, et que ça n'est pas rien du tout. Harry repense à la prédiction du professeur Trelawney, et il raconte à Dumbledore ce qui s'est passé. Alors dans ce passage, c'est marrant parce qu'il y a Dumbledore qui demande à Harry si Trelawney était plus bizarre que d'habitude. Ça m'a un peu fait rire qu'il ironise là-dessus. Dumbledore dit à Harry que oui, Trelawney a peut-être fait une vraie prédiction et que ça ferait la seconde fois qu'elle prédit quelque chose de réel. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est du génie absolu parce que ça passe comme une autre remarque ironique de la part de Dumbledore, alors qu'en fait c'est un point crucial de l'histoire. C'est la vérité, c'est même le départ de tout, alors que ça passe pour une boutade de Dumbledore. Génie absolu dans l'écriture de J.K. Rowling à ce moment-là. Du coup, si jamais il y en avait encore qui doutaient du pouvoir de Trelawney, là, il y a une confirmation, quoi. Oui, c'est vrai. Pour le coup, si on pense que Trelawney est une fraude absolue, bah non, parce que la prédiction qu'elle a fait à Harry, elle est bonne. Et puis même toutes les petites prédictions qu'elle fait, même si c'est un peu bullshit, quelque part, il n'y a rien qui prouve que c'est faux non plus. Aussi, ouais. Donc même si après, ça peut être on en avait parlé déjà à la fréquence, mais ça peut être un peu comme l'horoscope, ça peut être une manipulation mentale. C'est-à-dire que, par exemple, si elle dit à Neville, par exemple, choisissez, je sais plus, genre les tasses bleues après avoir détruit les roses parce que j'y tiens beaucoup, bah le fait de dire ça conditionne Neville à être maladroit et à les faire tomber. Donc c'est peut-être le fait de le dire qui fait que ça se passe. Donc c'est pas forcément de la vraie voyance. Mais n'empêche que la vérité, c'est qu'elle le prédit quand même. Donc l'ambiguïté est là. Mais c'est vrai qu'avec la prédiction, pour le coup, il n'y a plus d'ambiguïté. Elle-même s'en rend même pas compte, Trelawney, qui a fait cette prédiction. Donc pour le coup, il y a un réel don là. Oui, c'est terrible parce que le peu de fois où elle fait des réelles prédictions, elle s'en rend même pas compte. Oui. C'est dommage pour elle. Enfin, se rend pas compte que c'est elle, en fait, pas la clé de l'histoire, mais en tout cas, ouais, si, c'est elle qui a un peu créé la saga Harry Potter, en fait, l'histoire d'Harry Potter malgré elle. Alors, devant l'apparente légèreté de Dumbledore, Harry commence à s'agacer et il dit que si Voldemort revient, ça sera de sa faute, parce qu'il n'aurait pas dû empêcher Sirius et Lupin de tuer Pettigrew. Mais Dumbledore nuance ses propos en lui expliquant que les conséquences de nos actions sont complexes, comme Harry a dû s'en rendre compte en remontant le temps la nuit dernière. Et que dans cet exemple précis, oui, Pettigrew va certainement rejoindre Voldemort, mais il aura une dette envers lui. Et autant dire que c'est un énorme fardeau pour un mange-mort d'avoir une dette envers Harry Potter.
Encore une fois, c'est un petit indice de ce qui va se passer plus tard dans la saga. C'est une belle anticipation comme J.K. sait les faire. Et Dumbledore dit d'ailleurs précisément « Un jour viendra peut-être où tu seras très content d'avoir sauvé la vie de Pettigrew ». Et c'est exactement ce qui va arriver quand on y pense. Alors Marina, est-ce que tu penses que la scène dans les reliques de la mort avait été préméditée par J.K. Rowling quand Dumbledore dit ça ? Ou tu nies encore qu'elle a tout prévu d'avance ? Non mais elle a peut-être... Vous voyez pas sa tête, mais c'est trop drôle. Elle a peut-être quelques éléments, mais tout, je ne pense pas. Mais là, on a quand même une preuve que dans le 3, elle sait déjà comment l'histoire va se terminer. Éléments. Oui. Mais peut-être qu'elle s'est mis note pour plus tard, rajouter quelque part dans l'histoire que j'ai dit cette phrase-là, donc il faudra créer un truc autour. Hein. Et au moment d'écrire le dernier tome, elle est là, elle a toutes ses notes, elle fait « Oh, faut que je règle tout ça, je sais pas comment je vais faire. » C'est la question que s'est posée le créateur de Lost. Et il a décidé de ne pas répondre à toutes les questions qu'il avait laissées en suspens durant toutes les saisons. Oui, je connais pas bien Lost, mais je crois que c'est le cas, ouais, c'est ça. Oui, c'est qu'à la fin, oui, c'est ça. Il y a la on fin, a il y eu a des une trucs qui sont pas fin expliqués. compliquée. Ouais. La moitié des choses n'a pas été expliquée. Oh, quelle Très horreur. décevant. T'attends, et ça s'est terminé. T'as pas toutes surtout les réponses. Lost, il y avait pas mal de mystères, pas mal d'énigmes, et tout le monde attendait la saison finale pour avoir des explications sur tout ce qu'on a eu lors des dernières saisons, et on n'a rien eu. La série porte très bien son nom. Ouais, Et là, Dumbledore dit quelque chose de très important à Harry. Il lui dit qu'il connaissait bien son père et que James, lui aussi, aurait épargné la vie de Pettigrew. Ça incite Harry à se livrer un peu plus et il révèle à Dumbledore qu'il a cru voir son père lancer le Patronus avant de se rendre compte que c'était lui-même qui l'avait vu. Dumbledore n'est pas surpris et il rappelle à Harry qu'il ressemble beaucoup à son père, à part ses yeux qu'il tient de Lily. Il va même un peu plus loin dans son discours en disant à Harry que les morts ne nous quittent jamais vraiment parce que ceux que l'on a aimés continuent de vivre en nous. James vit en Harry et d'une certaine façon, Cornedru est bien revenu la nuit dernière. Quand on y pense, encore une fois, pour parler de l'adaptation au cinéma, c'est intéressant parce que cette discussion, elle a été déplacée entre Sirius et Harry, étrangement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette discussion entre Dumbledore et Harry, mais ce que dit Dumbledore, c'est Sirius qui lui dit... Je sais pas pourquoi, mais je pense que peut-être qu'il voulait appuyer la relation qu'il a avec son nouveau parrain et plutôt que Dumbledore qui est toujours présent. Je sais pas. Peut-être. Mais que ce soit Dumbledore ou Sirius, ça fonctionne. D'ailleurs, lorsque Sirius a raconté à Dumbledore la nuit dernière comment lui et ses amis étaient devenus des animagis, Dumbledore s'est rappelé la forme qu'avait pris le Patronus de Harry pendant le match de Quidditch. Et il répète ainsi que c'est bien son père qui l'a vu hier soir et qu'il l'a découvert en lui-même. Bon, c'est un passage très beau, très profond, comme Dumbledore sait les faire. Petite info coulisses, backstage. Quand j'étais à ce moment-là du résumé hier soir, c'est à ce moment-là que j'ai appris le décès de Robbie Coltrane, qui joue Hagrid. J'étais là en train de taper « Les morts ne nous quittent pas, ce qu'on a aimé reste en nous », etc. Et là, j'apprends que Robbie Coltrane nous a quittés. C'était un petit peu triste comme ambiance. L'acteur qui joue Hagrid, pour ceux qui ne le sauraient pas. Oui, pardon, l'acteur qui joue Hagrid. Du coup, ça donne un indice du moment où on enregistre. Oui. Ouais. On est un peu en avance. Et ça dit aussi qu'on prépare l'émission la veille. Moi, c'est même pas la veille, c'est tout à l'heure. On était très tristes d'apprendre le décès de Robbie Coltrane qui joue Hagrid. Il nous avait beaucoup touchés dans le documentaire anniversaire des 20 ans. Et voilà. Je pense qu'il savait qu'il allait bientôt partir. Malheureusement, c'était attendu. Ça faisait quelques temps qu'il était malade, mais ça fait toujours c'est toujours peinant d'apprendre ça. Un peu triste, ouais. Tiens bon, Maggie Smith. Ne nous lâche pas, s'il te plaît. Pas cette année. Alors là, il y a une ellipse dans l'histoire et c'est bientôt la fin des cours. Les théories vont bon train sur ce qui s'est passé cette nuit-là, mais aucune s'approche vraiment de la vérité. Drago, il est énervé que Buck s'en soit sorti. Quel petit con, désolé. Tandis que Percy radote auprès de Pénélope toutes les mesures qu'il prendrait si lui-même était au ministère pour éviter un cas comme celui de Sirius Black. Petit prétentieux. Désolé aussi. Malgré l'exploit accompli d'avoir sauvé Sirius, Harry se sent désespéré et il ne cesse de penser à ce que fait Pettigrew en ce moment. Et il pense aussi à la prophétie Trelawney. Sans compter le fait qu'il devra rejoindre bientôt les Dursley alors qu'il avait été à 2 doigts de partir vivre avec son parrain sorcier.
Ça doit être horrible quand même comme sensation, surtout quand t'es un orphelin de 13 ans, de te dire je vais enfin rejoindre mon parrain, et en fait, bah non, ton parrain, il est parti, et il est toujours traqué, et que tu vas retourner chez ton oncle et ta tante horrible. Et surtout, comme tu viens de le rappeler, il a seulement 13 ans. Il a 13 ans. Il passe par tous ces événements, toutes ces émotions seulement à 13 ans. Peut-être 14. Attends, j'ai toujours un doute entre 13. 11 ans le premier, 12 ans le deuxième, 13 ans le troisième. Ah, mais comme il est né en juillet, je me demande s'il prend pas... Ah non, oui, il doit avoir 13 ans. Petit doute, peut-être 14, mais je crois qu'il a 13. Il va avoir 14 à la rentrée prochaine. Ouais, j'ai toujours un petit doute, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'Hermione, elle a quasiment un an de plus, voire un an de plus. Mais bref, entre 13 et 14 ans, de toute façon, c'est fort quand même ce qui arrive. Même en tant qu'adulte, ça serait assez fort et difficile à digérer. Donc. Une note positive dans tout ce tableau, Harry, Ron et Hermione ont obtenu tous leurs examens de fin d'année. Même les potions pour Harry, qui se demande si Dumbledore n'est pas venu mettre son grain de sel, tant Rogue le déteste encore plus depuis les événements de la cabane hurlante. Autre bonne nouvelle aussi, pour la 3e année de suite, Gryffondor a gagné la Coupe des 4 maisons, grâce notamment à leur première place au Quidditch. Et donc, en toute logique, la grande salle est décorée aux couleurs de la maison lors du traditionnel banquet de fin d'année. De toute façon, je me dis que si ça avait été notre maison, Dumbledore, il aurait trouvé un moyen que Gryffondor gagne la coupe. 10 000 points pour Gryffondor. Bon, Harry, il est triste en cette fin d'année. 10 000 points. C'est vrai en même temps. Ouais, oui. Je fais d'humeur généreuse. 2 points pour Serpentard, 3 points pour... 10 000 points pour Gryffondor. Parce qu'on sait pas, pendant le banquet, il s'est levé, il a fait 10 000 points pour Gryffondor. Et puis, il y a McGonagall qui lui dit non, mais Gryffondor a déjà gagné. Ah bah non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Il est déjà temps de prendre le Poudlard Express. Une fois installée, Hermione explique au garçon qu'elle a décidé de rendre son reteneur de temps parce que ça la rendait folle. Elle a décidé d'arrêter l'étude des moldus en plus de la divination et avec ça, son emploi du temps devrait tenir sans avoir besoin d'être à 2 endroits à la fois. Bah, bravo Hermione quand même, je pense que c'est une mesure nécessaire. En même temps, passer à 13 ans à côté d'un burn-out, je pense que ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Et puis, l'étude des moldus, Hermione, avoue, t'as pris ça juste pour avoir des points en plus, parce que c'est une moldue elle-même. Je vois pas ce qu'elle a pu apprendre de plus, quoi. Je crois qu'elle voulait savoir comment les sorciers percevaient les moldus. Là, c'est Hermione tout craché, quoi. Ouais, un bouquin, ça aurait été suffisant. Ouais, on est d'accord. Mais oui, c'est ça. Ouais, elle dit je veux l'apprendre du point de vue sorcier. Mais bon, en même temps, c'est... Mais je me demande qui prend ces cours, en fait, l'étude des moldus. Tellement que les sorciers ont l'air de s'en fiche. Arthur Weasley. Ah bah oui, Arthur. Ouais, ils doivent être 3. J'ai l'impression que vraiment que soit, en fait, t'es né moldu, et du coup, bah, tu connais déjà le monde des moldus, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre ce cours, comme le dit Ron. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier la cacophonie dans le métro lyonnais. Je l'ai lu. Pardon. Si quelqu'un de TCL nous écoute, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de nous laisser sans métro. Voilà, je fais passer mon... Mais en vrai, je pense que l'étude des moldus, c'est un cours hyper passionnant à Poudlard. Parce que je m'en parlais juste dans pas longtemps, mais il y a quand même pas mal d'inventions moldues qui seraient tellement pratiques dans le monde des sorciers. Les gars, vous imaginez même pas tout ce que les moldus font. Parce qu'en fait, ils sont un peu dédaigneux, les sorciers, vivant un peu en autarcie. Par exemple, comment créer une pénurie d'essence sans pénurie d'essence? C'est génial. C'est magique. Les moldus sont vraiment des êtres de qualité. Non, Pardon, je dénonce. Non, j'allais dire la voiture c'est mieux que le balai volant, mais non. Mais Non, mais ne serait-ce que l'électricité. Ouais. Oui, parce que le balai, c'est vraiment dans l'esprit du temps, quoi. Internet. On en a déjà parlé, mais avoir un téléphone, s'envoyer un message instantané plutôt qu'attendre 10 ans que ton hibou arrive, par exemple. Bon, Une banque en ligne, par exemple, avoir ton compte en ligne et avoir des distributeurs d'argent au lieu de te rendre sur le chemin de traverse. Et te faire juger par des gobelins. C'est ça. Avec une vieille clé que tu perds sûrement tout le temps, tu vois. Dans le Poudlard Express, Harry regarde par la fenêtre d'un air triste. Ron tente de lui remonter le moral en lui disant qu'il l'invitera à venir au Terrier cet été, d'autant plus qu'il y aura la Coupe du Monde de Quidditch.
Ron dit qu'il va utiliser le Féléton pour contacter Harry, parce que maintenant il sait comment l'utiliser. Mais voilà, c'est ça, c'est l'invention dont je voulais parler. Par exemple, le téléphone, je veux dire, c'est plus pratique que des hiboux. Donc quelque part, ce serait bien que le monde des sorciers s'inspire un peu plus du... Après, du quand monde tu module. utilises les hiboux, est-ce que statistiquement, tu as plus de chances que ton courrier arrive avec le hibou qu'avec la poste? Je dénonce encore une fois. Oh là là. Ouais, encore une fois, ouh. Wouhou. En plus, on Ouais, a déjà reçu Daphine. un hibou sonore d'une factrice pendant sa tournée. Hein. Oui, bah, On je a suis des facteurs qui désolée. nous écoutent. Eh bah oui, Coucou bah, si je vous suis êtes facteur. désolée. Voyez avec l'organisation de votre hiérarchie. On a encore eu un problème avec la poste. Aujourd'hui même, c'est pas de bol pour vous quand même, on enregistre. non mais en vrai le téléphone. Mais après je sais pas parce que par exemple dans l'Ordre du Phénix, on voit que quand Harry il utilise le Patronus qui se fait attaquer par les détraqueurs, il y a des hiboux qui arrivent instantanément chez les Dursley. Il y a 4-5 hiboux, je me souviens plus. C'est impossible que les hiboux aient volé de Londres jusqu'au Dursley. Genre les hiboux ils ont transplané et ils arrivent directement. Donc- T'as peut-être des relais hiboutal, Ouais. je sais pas. Je sais pas trop comment ça marche, mais ça a l'air rapide. Ça peut être Ouais. rapide en tout cas. Mais n'empêche que se parler en direct, l'exemple qu'on a, c'est par exemple Sirius qui va utiliser la poudre de cheminette et mettre sa tête dans le feu. Ouais, je veux dire, je sais pas, prendre un téléphone, c'est plus pratique, non? Que mettre C'est sa clair. tête Et dans un... ça, en plus, ça va pour une conversation, mais si tu veux juste écrire un texto, Ouais. Un flemme vocal, d'aller dans la cheminée, un vocal, c'est beaucoup mieux. Pour dire, ou un vocal. Ouais. je suis en chemin quand t'es encore sous la douche, par exemple. Quand tu vas à une C'est ça. soirée. J'arrive, y a pas de souci, je cherche à me garer là, tu vois, je suis en bas de chez toi. Pas du tout. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Peut-être. Harry espère que les Dursley le laisseront partir, mais que ça devrait pas trop être compliqué de les convaincre, surtout après ce qu'il a fait à la Tante Marge l'année dernière. Mais ce qui va vraiment permettre à Harry de se sentir mieux arrive sous forme d'un minuscule hibou qui tente de passer par la fenêtre de leur compartiment, malgré la trop grosse lettre qu'il porte. Bon, il s'appelle pas encore Coquesigru, mais à ce moment-là, il est décrit comme un vif d'or en peluche. C'est trop vrai mignon. que tu dis coxigru. Ah, je dis quoi? Coquesigru. Je sais pas le lire. Coxigru. Coquesigru. C'est Pidweedgen en anglais, c'est beaucoup plus facile. Oui, bien sûr. Bah, Pidweedgen. Pitwitchen. Mais c'est marrant, c'est mignon, non? Un vif d'or en peluche. Et comment il s'appelle le hibou? Coquesigru. Tu dis pas coxigru? Tu dis comment, Justine? Moi, je dis coq, voilà, comme ça, je me mélange pas les pinceaux. Ah oui, c'est vrai qu'il a... Ouais, c'est son surnom. Ouais, je vais l'appeler Coq. Mais Coq, comme j'ai toujours un peu d'anglais dans ma tête, ça me fait Ouais. toujours un peu bizarre. Ok, Mais c'est un peu compliqué. je cautionne difficilement ce surnom. Harry aide le minuscule hibou à rentrer et il récupère la lettre. Le hibou est tellement ravi d'avoir accompli sa mission qu'il vole un peu partout, sous le regard réprobateur d'Edwige et patte en rond. La lettre est de Sirius et elle s'adresse à Harry. Sirius explique dans sa lettre qu'il espère que Harry la recevra avant d'arriver chez les Dursley, car il n'est pas sûr qu'il puisse recevoir des hiboux là-bas. Il se cache actuellement avec Buck, et les détraqueurs ne le trouveront pas là où il est. Il confie aussi quelque chose à Harry. C'est lui qui lui a offert l'éclair de feu grâce à la complicité de Patteron. Ce à quoi Hermione réagit en disant qu'elle avait bien raison sur ce point. Après, oui, Hermione, mais bon, c'est pas pour autant que le balai était une menace non plus, comme le fait remarquer Ron d'ailleurs. Sirius s'excuse aussi pour avoir fait peur à Harry à Private Drive, mais c'est simplement qu'il voulait le voir sur sa route vers Poudlard. Et dans l'enveloppe de Sirius se trouve aussi une autorisation de la part de son parrain pour que Harry puisse participer aux sorties de Préolard l'année prochaine. Enfin, il propose à Ron de garder le petit hibou puisque c'est à cause de lui s'il n'a plus d'aura. Ron fait sentir le hibou à pattes en rond qui se met à ronronner et il accepte donc de garder Coquesigru. C'est trop mime ce moment où Ron il fait sentir le hibou à pattes en rond. Et pattes en rond, il ronronne. En même temps, ça aurait été drôle que genre il fasse Et pas le Nignac. non, mais qu'il fasse pas sentir le hibou à pattes en rond et que du coup en fait on se rend compte plus tard que c'est un nouveau Animacus et que c'est un nouveau c'est un nouveau vieux monsieur creepy à poil en fait son animal. Mais moi, ce qui me fait rire à chaque fois, c'est qu'à Poudlard, ils autorisent pas. Parce que, attends, Harry voulait aller à Préolard sans autorisation ou que McGonagall signe elle-même l'autorisation.
ce que Ouais. McGonagall n'a pas approuvé. Mm. Mais à Poudlard, on préfère approuver une autorisation donnée par un évadé. Oui. Voilà, C'est bizarre. c'est parce qu'il est pas innocenté. Donc du coup, l'autorisation vient bien d'un mec qui est normalement condamné pour les meurtres de 12 moldus, qui s'est évadé pour échapper à la peine de mort, enfin le baiser du détraqueur, mais au final, il peut donner son autorisation sans problème. Parce que c'est le parrain Ouais. d'Harry. Alors que tout le monde a cru qu'il voulait tuer Harry quelques mois plus tard. Parce que est-ce que finalement McGonagall sait qu'il est innocent ? Non, Normalement, elle n'est pas dans la confidence. Non, Donc c'est pas pour ça encore. que ça me pas encore, elle le sait pas. fait toujours rire, quoi. Donc oui, c'est un peu bizarre. Après, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait, comment dire, que c'était dans le monde magique, c'est pas juste une simple signature, mais que les sorciers peuvent savoir si la signature est authentique par un espèce de contrat magique ou je Oui, sais mais là, pas c'est quoi. pas une question d'authenticité, c'est une question de qui donne cette Oui, signature, oui, qui oui. signe. Oui, La oui. responsabilité de la personne, tu vois. Mais je pense que c'est incontestable que Sirius est le parrain de Harry et c'est incontestable qu'il l'autorise à sortir. Donc du coup, McGonagall, elle peut rien faire, même si c'est idiot parce que si tu suis la logique du ministère, Sirius il va tirer Harry pour Bah le oui, tuer. bah Donc, oui. oui, il y a un contresens ici. Mais j'aime bien aussi ta théorie, Justine, comme quoi si Ron il avait fait sentir le minuscule hibou à Patenron, et Patenron il fait et puis il le mange. Non, parce que c'est très possible, très Ouais. probable. Moi, j'ai des chats, je peux te dire, je leur présente un petit hibou, ils vont pas juste le sentir. Hein. Ça serait trop drôle. Et là, Ron qui dit bah non, du coup, ça sera pas mon nouvel animal. J'imagine la scène, ça serait absurde. Le Poudlard Express arrive bientôt à King's Cross et nos amis franchissent la barrière magique pour se retrouver dans le hall rempli de moldus. Harry repère rapidement l'oncle Vernon qui se tient loin de monsieur et madame Weasley. Molly prend Harry dans ses bras, puis tout le monde se dit au revoir. Vernon, lui, il accueille son neveu en lui disant qu'il peut toujours rêver si le papier qu'il tient dans la main est une autre autorisation à faire signer. Mais Harry lui répond que c'est une lettre de son parrain, le meilleur ami de ses parents. En plus de ça, c'est un assassin qui s'est évadé de la prison des sorciers. Et il tient à prendre souvent des nouvelles de Harry pour s'assurer que tout va bien. Bon, évidemment, Harry fait tout ça pour que Vernon soit horrifié, et donc il porte un large sourire en poussant son chariot vers la sortie de la gare, parce que cet été promettait d'être bien meilleur que le précédent. Bon bah ça y est, on vient de finir le 3e livre. On va commencer le 4e. Ça fait bizarre de se dire qu'on a fini le 3e quand même. Bah d'ailleurs, on fait l'annonce maintenant, Quelle annonce. que c'est le dernier épisode. N'importe quoi. Mais non, on sera de retour pour la coupe de feu. Et je serai de retour aussi pour le plus grand plaisir des auditeurs. Bah oui. Bah oui. Et tu penses que avec le 4e livre, on aura toujours la rubrique qui arrive, le renommage de chapitre ? Mais bien sûr, rien ne changera si ce n'est le livre qu'on traite. Ok, d'accord. Donc, est-ce que vous avez pensé à renommer le chapitre ? Justine, est-ce que tu veux te lancer ? Ok, alors bon, je me suis pas aventurée sur le chemin de l'humour ou du jeu de mots parce que j'ai pas votre talent. J'ai fait quelque chose de plus simple. Chapitre 22, j'ai renommé ça une fin douce amère. Parce que même s'ils ont réussi à sauver Buck et à sauver Sirius, Harry, il se retrouve quand même chez les Dursley, Ouais. il dit au revoir à Lupin, voilà, enfin, ils ont réussi ce qu'ils avaient à faire, mais bon, voilà, quoi, il y a un petit arrière-goût qui a du mal à passer. Ouais, Pas mal. j'approuve à 100%. Et toi, Jérémy ? Moi, c'est pas non plus une blague. J'ai essayé, à chaque fois j'essaye, mais je trouve que là, c'est difficile d'en faire. Mhm. Enfin, je vais voir avec toi, Marina, t'as en tête. Mais j'aurais renommé ça Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban chapitre 22. Ce n'est qu'un au revoir. Pas Parce mal. que je trouve que ça... J'y ai pensé. Ah, t'y as pensé ? Ah, mais ça, c'est les Ouais. Serdaigle, Justine, c'est les Ah Serdaigle. bah voilà. Mais ouais, ce n'est qu'un au revoir parce que, en fait, en vrai, ce n'est qu'un au revoir avec Sirius, avec Lupin et malheureusement avec Pettigrew aussi. En gros, avec les maraudeurs qui restent. Donc voilà. Et toi, Marina ? Bah, moi, je vais rester sur le ton sérieux aussi. Ah, on est sérieux. Oh là là. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 22, un vent de liberté. Oh. Voilà, j'ai choisi de voir le côté positif. La Mais- liberté pour Sirius et pour Buck. Ouais.
Une petite liberté aussi pour Harry, parce que certes, il peut pas vivre avec Sirius, mais il sait qu'il a un semblant de famille maintenant quand même, qu'il l'aime. C'est Sirius, son parrain. Que grâce à la présence de Sirius, enfin la présence lointaine, il va pouvoir être un peu tranquille avec les Dursley, qu'il va peut-être aller cet été chez son meilleur ami, enfin bref. J'ai choisi un vent de liberté avec tout ça. Voilà, partir sur une note joyeuse. Mais on a des titres de beaux gosses dans cet épisode. Et est-ce que vous avez choisi un meilleur personnage, ou du moins un personnage qui vous a marqué dans ce chapitre ? Du coup, moi, j'ai trouvé que c'était difficile parce qu'il y avait personne qui sortait vraiment plus du lot qu'un autre. Mais du coup, si je devais choisir quand même, j'aurais dit Madame Pomme Fraîche. Voilà, ça m'a fait plaisir de la voir. Et elle me fait rire parce que je me dis, punaise, la pauvre, elle doit en voir des vertes et des pas mûres avec les élèves. Et puis, il y a tout le temps les profs dans ses pattes. Donc là, quand elle est là, bon, c'est bon, je peux m'occuper de mes patients. Ça m'a fait rire. Voilà. Donc, Madame Pomme Fraîche pour moi. Avec tous les sorts ratés, les potions ratées, elle doit avoir des trucs. Ouf. Surtout qu'elle n'hésite pas à réprimander le ministre de la magie, le directeur de l'école. Elle a peur de rien, Pompon. Elle a peur de rien, ouais. Pompon. Pompote. Son prénom est compliqué. Et toi, Jam ? Moi, je dirais Dumbledore quand même, parce que les mots qu'il trouve... Il avait les mots. C'est quoi ça ? Shérif Luna. Voilà. Oh oui, oh mon Dieu. Merci pour détruire ce moment. Mais oui, il avait les mots comme Shérif Luna. Et mais ouais, parce que la discussion qu'il a avec Harry, elle est très forte. Et ce qu'il dit, c'est juste très beau, quoi. Très juste quand il dit c'est Cornedru que tu as retrouvé, tu l'as retrouvé en toi. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui se passe à ce moment-là. Et donc, je dirais Dumbledore. Et toi, Marina ? Moi, pareil, parce que j'aime un peu son côté qui le fait paraître un peu vieux fou. Parce qu'il est au courant de tout ce qui se passe, puisque c'est lui qui mène un peu le jeu, qui place ses pions. Au lieu de jouer lui-même. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, quand il se passe quelque chose, il regarde un peu toujours l'air amusé. Et de l'extérieur, quand tu connais pas la situation, ça le fait passer un peu pour un vieux fou qui se moque un peu de tout le monde. Et j'aime bien, voilà. En fait, il regarde, il place les pions, ensuite il regarde ce qui se passe, et il s'en amuse. Voilà. J'ai bien mis la pagaille, là. Hein. C'est assez drôle. Bah oui, c'est le cas. J'ai failli tuer le gamin, mais il s'en est sorti. Ouais. À la ptio. Il y a Fudge et surtout Severus qui sont hyper en rage. Et lui, il est là derrière, l'air amusé, parce que c'est lui qui tire les ficelles, en fait. Après, ils savent tous aussi que Dumbledore est contre le baiser du détraqueur aussi. Hein. Nous allons passer à la dernière volière de ce tome, et pas de ce podcast. Ah, j'aime bien faire des froids chauds comme ça, des petites peurs comme ça. Et nous allons commencer avec un hibou sonore d'Isabelle. Bonjour Marina, bonjour Jérémy, c'est Isabelle. Je viens de vous découvrir il y a quelques mois. J'en suis au Prisonnier d'Azkaban, chapitre 13, quand Croutard se fait manger par soi-disant Patenron. Et je me posais la question... Comment Patenron fait pour sortir du dortoir justement des Griffons d'Or ? Est-ce qu'il y a un passage comme une petite chatière pour les chats, pour qu'ils sortent, pour qu'ils aillent se balader ? Ou c'est Hermione qui le laisse sortir volontairement pour qu'il aille se balader, vaquer à ses occupations ? En tout cas, merci pour votre podcast. C'est super, moi, c'est le premier que j'écoute et continuez, je vais vous écouter jusqu'au bout. Merci beaucoup et bon courage. Salut à vous. Merci Isabelle pour ton hibou sonore. Alors moi j'aime bien l'idée de la petite chatière pour... Ouais, c'est mignon, ouais. pour entrer et sortir de la salle commune. Et en recherchant un peu des infos sur Patenron, je suis tombée sur des anecdotes sur le wiki Harry Potter. Et en fait, Patenron, il est inspiré d'un chat qu'elle a vraiment connu, J.K. Rowling. Lorsqu'elle travaillait à Londres, à la fin des années 80, elle avait pris l'habitude de déjeuner dans un square à proximité de son lieu de travail.
Et un gros chat à la robe rousse ébouriffée était dans ce square tout le temps. Et elle disait qu'il avait une tête à courir derrière les voitures arrêtées. Et il traînait parmi les gens qui prenaient l'air et il les traitait avec mépris et il refusait de se laisser caresser. Et donc du coup, elle a décidé de s'en inspirer pour créer Pat en rond. Et Pat en rond, j'ai appris aussi qu'il avait été interprété par plusieurs personnes. Chacun avec une personnalité qui correspondait avec les scènes qu'il y avait à jouer. Donc il y avait Oliver, qui était pris parce qu'il aime se frotter aux accessoires et aux jambes. Cracker Jack, qui pense qu'il est un chien et qui apprend assez rapidement. Bow Bow, dressé pour les scènes d'action, comme la poursuite avec Croutard par exemple. Et Prince, qui préfère être porté. Donc chaque persan était utilisé en fonction de la scène à tourner. Alors, moi j'aime bien le nom Cracker Jack. Ça pourrait être un des chats d'Angela dans The Office. Ouais, c'est ça. Cracker Jack. Cracker Jack. On peut les voir d'ailleurs au studio Harry Potter. On a les photos de chaque chat. Avec Oui, leur on nom. peut pas les voir Non. empaillés, Non. d'accord. Non. Mais il y a des photos, ouais. Mais c'est souvent le cas au cinéma. En fait, souvent quand il y a des animaux, en fait, quand il y a un personnage animal, souvent il y en a plusieurs en vrai. Comme Mustang, je crois que c'est joué par un Maine Coon notamment. Et je crois qu'il y avait plusieurs Maine Coon. Ça, je sais pas, je saurais plus. Mais après, Mustang, on la voit beaucoup moins, alors que Crookshank, il a Je plus. pense qu'il y en avait 2 de Mustang, non? Oui, certainement. Puis en plus, avec 8 films sur 10 ans, à mon avis, ils ont changé de chat. Mais. Bon, ça vit longtemps, un chat. Oui. Tout dépend de l'âge qu'il avait, Oui. tu vois. Mais oui, Patton, il a quand même des scènes chorégraphiées avec la caméra et tout, donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Ouais. Après, oui, je pense qu'il y a une chatière dans la seule commune. Et puis, vu tout ce qu'il sait faire, je pense que c'est easy pour lui de... J'espère pour la grosse dame, parce que vu le comportement des chats, j'entre ou je sors? J'entre? Ah non, en fait, je sors. Non, je rentre en fait. Elle pètera le câble toute la journée. Tu rentres ou tu sors? Tu dois savoir, Justine, parce que tu disais que tu avais des chats toi-même. Oui, moi j'ai pas de chatière, mais quand ils veulent sortir, ils arrivent toujours à s'échapper. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais du coup, je me dis, si Hermione a ramené son chat, il y a d'autres gens qui doivent avoir leurs animaux aussi. Donc je pense, enfin j'espère en tout cas qu'il y a une chatière, parce que je sais pas si vous imaginez 10 chats à miauler derrière la porte. La guerre de territoire. En plus, ouais, donc faudrait mieux qu'il y ait des chatières. Je pense aussi. On passe au prochain hibou sonore qui nous a été envoyé par Rémi. Bonjour Marina, bonjour Jérémy, j'espère que la santé se porte mieux. J'ai une question par rapport au retourneur de temps et par rapport aux classes. Parce que tel qu'on le comprend, dans les premiers livres, les classes elles sont faites par maison. Parce que les Gryffondors sont gênés quand ils font les classes en commun avec les Serpentards. Je crois qu'une fois ou deux, ils font des classes avec les deux autres maisons. D'où ma question, c'est donc Hermione utilise le retourneur de temps pour suivre plusieurs cours en même temps. Donc je suppose qu'elle suit la classe avec les Gryffondors en de troisième année, mais avec quelle autre classe est-ce qu'elle suit les autres cours? Parce que si elle suivait avec Serpentard, Pout-de-Souffle ou Serre-d'Aigle, il verrait qu'il y a Hermione qui est une Gryffondor, donc il se poserait la question. Et de la même manière, une classe d'une autre année s'en apercevrait. Donc, pour moi, il y a une ambiguïté là-dessus. Sinon, continuez comme ça. Je vous écoute depuis pas très longtemps et je suis en train de dévorer tous vos podcasts. Merci, c'était Rémi. Ciao. Merci Rémi pour ton hibou et pour nous écouter. Alors, est-ce que Hermione suit des cours en commun avec d'autres classes lorsqu'elle utilise le retourneur de temps? Parce que si je comprends bien, c'est ça ta question. Je pense que oui. Un peu comme on le voit en fait, soit en créature magique, aux potions. En fait, parfois les classes sont mélangées. Donc je pense qu'il y a quand même des grandes chances que ça soit le cas, par exemple pour l'étude des Moldus, surtout que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'élèves qui le choisissent. Donc j'ai tendance à penser que l'emploi du temps est fait en fonction que peut-être que même les 4 maisons aient les mêmes cours d'études des Moldus en même temps dans chaque année. Donc oui, je pense que c'est le cas. Après, pour moi,
Ça pose pas de problème. Parce que les autres, en fait, les autres maisons, les autres élèves des autres maisons, ils savent pas que Hermione assiste à un autre cours au même moment. Enfin, je vois pas comment ils pourraient savoir. Alors après, ça pourrait se savoir, le risque est présent, mais il est présent partout. Pas spécifiquement sur les cours qu'elle a en plus, comme l'étude des moldus ou l'arithmancie, par exemple. Oui, elle côtoie certainement d'autres élèves d'autres maisons, mais ça pose pas plus de problèmes que ça, je crois. Enfin, je sais pas si Marina ou Justine, si vous avez un J'ai commentaire. la même avis que toi. Moi, je me dis, ça semble être des options, puisque Harry et Ron n'ont pas tous les mêmes cours qu'elle. Et du coup, au lycée, en général, les options, c'était toutes les classes en même temps, aux mêmes horaires. Et puis après, on était mélangés entre classes. Donc, je me dis, si ça se trouve, elle prend l'étude des Moldus avec d'autres de Gryffondor. Et du coup, ils sont noyés avec d'autres Poufsouffles et Serdaigle, par exemple. Et du coup, personne ne s'étonne de voir Hermione dans cette classe, quoi. Ouais, parce que leur seul moyen de s'étonner, ça serait de savoir que Hermione n'est pas censée être là, mais qu'elle est censée être dans un autre cours au même moment. Mais ça voudrait dire quand même qu'il faudrait l'espionner, Hermione, pour ça. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas vraiment de problème. Nous passons à hibou sonore de Lorena. Salut la fréquence, je vous envoie un petit hibou sonore parce que du coup je suis en train d'écouter le chapitre sur la rancune de Rogue dans Le prisonnier d'Azkaban et je suis sur le passage où on parle justement des nés moldus qui pourraient se découvrir des pouvoirs magiques avec des parents moldus qui ne connaissent pas la magie, du coup comment ça se passe avant les 11 ans. Et en fait ma question elle était, imaginons que un né moldu découvre qu'il est sorcier mais qui se plaît vraiment dans le monde des moldus, donc qui veut un métier moldu, je sais pas moi, vétérinaire, secrétaire, enfin il y a plein de possibilités et qui en fait ne veut pas de tout ça, est-ce qu'il est obligé d'aller à Poudlard ou est-ce qu'il peut continuer son cursus normal de moldu ou alors est-ce qu'il y a des possibilités. Voilà, merci d'avance. Merci Lorena pour ton hibou. C'est un bus ou une machine à laver qu'on entend en arrière? Je pense que Lorena nous écoute en faisant sa machine de blanc. Je crois avoir reconnu, c'est 40 degrés, je crois, 100% coton. Et là, c'était l'essorage. Mais ça fait aussi un peu le bruit d'un bus. Tu sais, quand il se met à accélérer. Ah là, c'est clairement une machine à laver. Ok. Mais moi aussi, je fais ça. Moi aussi, j'écoute des podcasts en faisant mes lessives, donc je comprends. Alors, on a une partie de réponse dans le chapitre 11, le pot de vin dans les reliques de la mort, quand Lupin explique les changements à Poudlard dans le dernier livre. Il dit que la présence est désormais obligatoire pour chaque sorcier et sorcière. Il dit que ça a été annoncé dans l'histoire hier et tout. C'est un changement, cela n'a jamais été obligatoire avant. Avant, presque toutes les sorcières et sorcières de Grande-Bretagne ont été éduquées à Poudlard, mais leurs parents avaient le droit de leur enseigner chez eux ou de les envoyer à l'étranger s'ils le préféraient. Donc il y avait l'école à la maison, par exemple comme Mariana, il me semble, la sœur de Dumbledore, elle faisait à l'école à la maison. C'est là où du coup ça pose question, donc soit l'enseignement à la maison, soit les envoyer à l'étranger. Mais c'est pas précisé pour les nés moldus, est-ce qu'ils peuvent continuer un cursus classique? Je pense que ça peut être compliqué puisqu'ils ont des relents de magie, on va dire, de temps en temps, quand ils ont des émotions fortes. Et je pense que les sorciers doivent recevoir une éducation sorcière pour apprendre à gérer en fait leur magie. C'est mon avis. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils suivent un cursus magique quand même. Et du coup, est-ce que tu sais pourquoi ça c'est devenu obligatoire par la suite? Ça, je sais pas. Je vais pas mener plus loin ma recherche. Tu me poses une colle. C'est qui dit ça? C'est Lupin? C'est Lupin qui explique les changements de Poudlard dans... parce que je pense que comme c'est géré par les mange-morts, c'est un peu... l'éducation sorcière. Non, puis surtout, il n'y a plus que des sangs purs qui vont à Poudlard et que t'as plus le choix en tant que sang pur britannique. C'est la seule école, c'est Poudlard. Ouais. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc ouais, si c'est possible pour les sorciers, est-ce que c'est possible pour les moldus de refuser Poudlard? Je pense que oui. Parce qu'ils vont quand même dans une autre école. Enfin, soit ils suivent des cours à la maison magique, je suppose, ou soit ils vont à l'étranger, genre à Durmstrang, Beauxbatons, etc. Mais est-ce que les nés moldus peuvent suivre un cursus classique dans leur école de quartier? Après, depuis qu'on a appris l'existence des obscuriales, ça me paraît un peu dangereux quand même. Parce que si tu pratiques jamais ta magie... ouais, c'est ce que je disais, il faut apprendre à contrôler la magie en fait. Je pense que c'est pas possible. Hein.
Sinon, tu deviens un nouvel Ariana ou un nouveau... j'ai oublié son nom dans les animaux fantastiques. Croyance. Croyance, Ouais, voilà. ouais, Credence. croyance, voilà. Par exemple, moi, je vois, en tant que moldu, parce que je n'ai pas eu ma lettre, mais si je l'avais eu, tu vois, je sais pas si mes parents, ils m'auraient envoyé à Poudlard. Ouais. Donc, du coup, enfin, je me pose la question, est-ce que, ben, du coup, le ministère, bon, je me fais un film, hein, mais aurait envoyé quelqu'un chez mes parents pour leur expliquer l'intérêt, tout ça. Est-ce que, ben, les moldus, ils sont suivis, accompagnés? Parce que, enfin, si tes parents sont très cartésiens, va leur dire que ta fille ou ton fils est un sorcier et qu'il doit aller dans une autre école, quoi. Ouais, peu compliqué. c'est une question qu'on s'est posée dans le dernier épisode, mais il n'est pas encore sorti. Donc, Ah, mais carrément, enfin, c'est quand on se met à la place des parents nés moldus, c'est quand même assez bizarre. Tu reçois une lettre envoyée par un hibou qui te dit que ton enfant, déjà, ouais. il est inscrit depuis sa naissance dans un château en Écosse où on va lui apprendre la magie. Enfin, t'es là en mode non, non. Ou alors, au moins C'est que oui, ça. au moins tu demandes à voir de quoi il est question. Donc, je pense qu'il y a tout un accompagnement, mais ça on le sait pas. Mais il doit y avoir tout un accompagnement Ouais. pour les parents nés moldus. Ils doivent pouvoir se rendre sur place, voir le château et ils doivent être rassurés. Après, oui, je pense qu'ils ont le droit de refuser. J'espère qu'on les met en garde que ça peut être un danger pour l'enfant. Ça peut mal tourner. Ça peut mal tourner. En fait, parce qu'il faut que la magie soit contrôlée. Et quelque part, malheureusement, l'enfant, il n'a pas trop le choix, en fait. Il faut qu'il apprenne à contrôler sa magie. Dès lors que t'es sorcier, il faut que tu apprennes. Donc, je sais pas, j'aurais tendance à penser que c'est jamais arrivé qu'un émoldu refuse d'aller à Poudlard ou que les parents se fassent pas convaincre. Je pense que c'est pas encore Ouais. arrivé. Nous avons les moyens de vous convaincre. Nous passons au prochain hibou sonore. Il est signé Amélie. Salut Jérémy, salut Marina. Voilà, j'ai une petite question. Est-ce que les potions et leurs résultats existent par eux-mêmes jusqu'à ce qu'un sorcier les découvre en faisant des expériences un petit peu au hasard? Ou est-ce que les potions sont créées par des sorciers particulièrement puissants qui ont un but précis? Par exemple, comment la potion qui permet de devenir un animagus a été créée? Est-ce que quelqu'un a découvert par hasard toutes ces étapes? Ça me paraît être une très grande chance. Donc voilà, merci pour votre émission. J'espère que vous aurez une petite réponse à cette question et à bientôt. Merci Amélie. Alors c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. c'est intéressant et c'est un peu difficile d'y répondre. Moi je pense que quand même si ça paraît impossible, je pense que les recettes ont été découvertes par les sorciers. C'est-à-dire en associant tels ingrédients de telle façon, on obtient une potion avec ses caractéristiques précises. Donc dans mon imaginaire, en fait, c'est une science au même titre que la chimie dans le monde moldu, par exemple. Ou au même titre que des recettes de cuisine, ça peut être aussi de découvrir une potion par hasard en se trompant d'ingrédients ou de quantité. Et finalement, il s'avère que la potion peut être utilisée pour autre chose. Comme la tarte tatin. Mais après, c'est vrai qu'Amélie, elle a raison en citant toutes les étapes pour devenir un animagus. Ça paraît quand même assez incongru que quelqu'un ait trouvé que toutes ces étapes permettaient de devenir un animagus. Enfin, je veux dire, il a fallu combien d'expériences avant d'arriver au constat que si tu fais toutes ces étapes, effectivement, tu deviens un animagus. Moi, j'essaye de faire toutes les semaines sans être un animagus. Je me mets une feuille sous la langue pendant X temps. Je calcule mes moves en fonction de l'orage. Enfin, qui ne fait pas ça? J'ai tendance à voir un peu les potions ou les maîtres des potions comme des pharmaciens. Et du coup, je me dirais qu'il y a des potions qui existent déjà, comme chez nous, il y a des remèdes, des plantes qui existaient déjà. Et après, je sais pas, j'aime à penser qu'il y a des maîtres de potions qui sont des chercheurs, en fait, comme pour chercher des vaccins ou quoi. Ils sont dans leur labo et toute la journée, ils essayent, ils font des trucs, et puis ils testent, je sais pas, sur des gnomes ou autres. Donc, il y a un peu des deux, des potions qui existent déjà et d'autres qui sont recherchées, quoi. Ouais, du coup, que la potion pour devenir animagus, enfin, plus que la potion, c'est-à-dire toutes les étapes pour devenir animagus, ça a été un long travail de recherche en amont, quoi. Ouais. Ça doit être un métier intéressant, quand même. Je crois que c'est un nom, d'ailleurs. Potionneur ou potionniste, il me semble. Ouais. Ok.
dans le monde de la fantasy en général. Dans le monde de Harry Potter. Dans le monde d'Harry Potter, ok. Nous passons au hibou sonore de Maëva. Salut à tous, moi c'est Maëva, je vous écoute depuis l'île de la Réunion, la magnifique île de la Réunion, et j'ai une petite question pour vous deux. Vu que vous êtes en couple, et je voulais savoir à quel couple vous vous identifiez le plus dans la saga. Voilà. Bonne continuation, j'adore vous écouter, ça me replonge à chaque fois dans cette super ambiance que nous aimons tous. À bientôt. Merci Maëva et ton joli accent pour ton hibou. Alors, on s'est pas concerté avec Jérémy avant, mais j'ai réfléchi et je sais pas, je ne me suis identifiée à aucun couple. Non, c'est dur à dire parce qu'ils ont des histoires Surtout pas Harry et singulières. Ginny. Je ne te refais pas les lacets au cours de la journée. Ça ne m'est jamais arrivé. Ils ont tous leur histoire singulière en fait. Donc c'est difficile de s'identifier à... Ah, moi je nous dis... peut-être un peu à Lucius et Narcissa. Tu vois, même un peu quand on prend les couples idéal. Je suis un bug de français. Et ben, par exemple, James et Lily, je veux dire, on peut s'identifier à eux et en même temps... On sait très peu de choses de leur couple. On sait peu de choses et puis on n'a pas forcément envie qu'il nous arrive la même chose non plus. Peut-être qu'ils se détestaient. Il y avait des disputes de couple tous les soirs. C'était insupportable. Tu vas te détruire la magie, Marina. Ah quoi? Ça reste des êtres humains. Non, par exemple, moi, un couple qui me touche. Putain, James, le torchon, je t'ai dit de l'accrocher, pas de le laisser là. Il reste humide. James, merde. Non, par exemple... Moi, je veux faire un tour de balai, là. Tu m'as saoulé. J'arrête. Un couple qui me touche beaucoup, par exemple, c'est Lupin et Tonks. Je crois que c'est mon couple préféré. À destin tragique. Mais de là, s'identifier au couple, non. Pas jusque-là. Non, parce que ça doit être aussi difficile d'être Tonks et Lupin, parce que Lupin, il doit être difficile à gérer. Hein. Je l'adore, mais il est pas en accord avec lui-même, il ne s'aime pas, il a peur de devenir père, il imagine même démissionner de son rôle de père. Clairement, ils n'ont pas eu eu le temps d'avoir une vie de couple apaisée, parce que au moment où Lupin il a fait son cheminement, c'est déjà la bataille de Poudlard et malheureusement ils meurent tous les deux. Non, le couple idéal, peut-être Sirius et Buck. Attends. Qu'est-ce que ça insinue, ça? Je refuse. Tu sais, une grotte. Non. Pardon, non, je vais ça, trop loin. Ça, c'est pas possible. Et toi, Justine, je sais pas, t'as pensé à quoi quand t'as entendu cette question? Franchement, j'étais curieuse de savoir ce que vous alliez répondre parce que je trouve ça hyper dur. Parce que déjà, de s'identifier à un personnage, bon, c'est pas toujours facile. Mais en plus, c'est pas forcément le personnage qui est avec la personne qui ressemblerait à votre conjoint. Donc, franchement, quasi impossible. Vous êtes unique. Voilà. Ouais, et puis chaque couple est unique, même dans l'histoire. Après, en fait, tout dépend de la définition qu'on donne à s'identifier à un personnage. Parce que on peut peut-être dans les caractères. Ouais. Mais même dans les caractères, je vois pas. Non, puis même, soit on s'identifie à un personnage parce qu'on trouve qu'il nous ressemble, mais je pense aussi qu'on peut s'identifier à un personnage parce qu'on arrive à se mettre à sa place. Parce qu'il y a un peu ces deux définitions-là. Ouais. Moi, quand je sais pas, je regarde un film, je lis un livre, je peux m'identifier à un personnage qui est complètement différent de moi, mais parce que en fait, l'auteur a réussi à me mettre dans sa position. Rassure-moi, tu es en train de regarder la série Jeffrey Dahmer. Tu ne t'identifies pas au personnage. Rassure-moi tout de suite, Jérémy. Je ne vais plus boire aucun verre que tu ne me donnes. Non, parce que j'ai l'impression que dans cette série-là, justement, on rentre jamais vraiment dans le point de vue de Jeffrey Dahmer, par exemple. Ouais. Tu m'as fait peur. Mais mais parfois... Mais un livre, la quasi-intégralité d'Harry Potter, on suit l'histoire à travers le point de vue de Harry. Je m'identifie à Harry, même si il est très différent de moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Donc après, pour un couple, c'est plus difficile parce que c'est beaucoup plus spécifique. Il faut que les deux matchent. Il faut que les deux matchent et pour le coup, s'identifier à un couple, c'est voir des ressemblances entre son couple et un couple fictif. Donc pour le coup, ça, ouais. Tu vois, un peu, moi, je m'identifierais à Harry Potter. Du fait de ma personnalité, je suis un peu chiante comme lui, en fait. Mais c'est surtout ce côté-là. Chiant, Harry.
il est compliqué, mais du Je fait croyais de... qu'il est pas chiant, Marina. Comment? Non, parce qu'il a dit « Oh, mais il est pas chiant, Harry ». Je pensais qu'il allait dire « Ah. Mais il est pas chiant, Marina ». Ouais, c'est ça, non, c'est plutôt Harry. Non, mais je veux dire, il est plutôt compliqué à suivre du fait de sa psychologie, on va dire. C'est un peu un être torturé et qui a du mal parfois il est impulsif au niveau de ses émotions. Et je suis comme lui au niveau de mes émotions, je suis trop impulsive. Et je ressens mes émotions à 1000%, comme Harry. Mais pour le coup, toi, par exemple, je t'identifie pas à Ginny pour le coup, tu vois. Quoique Ginny, dans les livres, je comprends qu'on s'identifie beaucoup à elle. Oui. Comme beaucoup de lectrices s'identifient à Hermione de façon naturelle. Toi, t'as un petit peu de tout, tu vois. Un peu Luna. Toi, t'as pas de personnalité. Non, toi. mais je veux T'as dire, un peu tu vois, tout. t'es un peu Luna dans ton esprit créatif, rêveur. T'as un peu d'Harry Potter pour Hermione et tout ça pour ton courage. T'as un peu Ron pour le côté relax. Tu vois un peu ce que je veux dire? T'as un peu... Ouais, bon, merci, ça fait plaisir. Mais oui, t'as un petit côté Luna pour ton esprit créatif et rêveur. Et toi, Justine, est-ce que tu t'identifies à un personnage en particulier? Non, pas en particulier. Je pense que ça dépend de quel passage je vais lire et de quelle humeur je suis. Et, Ah oui. et un couple, c'est pareil. Je pense que t'as le même avis que nous. Ouais, C'est trop impossible. compliqué. je C'est impossible. Ouais. Ouais. Et nous passons au prochain hibou sonore d'Alice. Salut la fréquence et salut Jérémy et Marina, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Alice, du coup j'ai 14 ans. J'écoute votre podcast, vraiment il est génial, j'écoute un peu partout et tout, c'est vraiment sympa. En plus vous faites plein de bonnes remarques, je trouve, c'est assez pertinent. Et du coup j'avais une petite question sur l'épisode 19. Vous parliez que Sirius et Peter Pettigrew ils sont ensemble quand les Potter sont morts. Et moi, du coup, je me demandais où est-ce qu'il est, en fait, Lupin. Parce que j'ai pas l'impression qu'on nous en parle. Et je me demande, en fait, où est-ce qu'il était. S'il était en loup, s'il avait pas encore la potion, du coup, il était pas venu, ou s'il était occupé. Voilà. Merci Alice. Désolé, ton message a coupé à la fin, donc on a dû le couper là. Alors, où se trouvait Lupin lors de la mort de James et Lily? Alors c'est bien parce que on a une info pour le coup, parce que comme on le disait plus tôt dans l'épisode, J.K. Rowling elle a écrit tout un texte sur la vie de Lupin sur Pottermore. Ça a été publié en août 2015. On peut toujours le retrouver en anglais sur le site du Wizarding World. Et dans cet écrit, on sait que Lupin, en fait, il était dans le Nord en mission pour l'Ordre du Phénix le soir où Voldemort a assassiné James et Lily. Et que ça a été bien sûr une expérience traumatisante dans sa vie, parce que juste après, il perdait aussi deux de ses meilleurs amis. Donc ça a été un moment très éprouvant pour lui. Et voilà, donc elle a donné cette info qu'il était en mission pour l'Ordre et qu'il n'était pas du tout... qu'il n'était pas à proximité, en fait, en tout cas, quand Voldemort a assassiné James et Lily. Vous le saviez, ça ou... Non. Bon, bah voilà. Ouais, j'avoue, j'ai dû regarder aussi, mais je trouve que ça fait un petit peu facilité scénaristique. Un peu, peut-être, ouais. Comme les personnages dans les séries françaises quand ils partent vivre en Australie. Il faut qu'ils soient loin, voilà. C'est ça, parce que je pense qu'en fait, elle a besoin de justifier le fait que c'est Sirius qui traque Pettigrew et pas Lupin. Ouais. Et donc, du coup, pour que ça soit l'un et pas l'autre, il faut que l'autre soit pas là. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Justine, c'est un peu la facilité narrative, ça c'est clair. Et nous passons au dernier hibou sonore de cette volière, et c'est un hibou envoyé par Joséphine. Coucou Marina et Jérémy, coucou la fréquence 934, j'espère que vous allez bien. Juste petite question, est-ce que vous pensez que les moldus peuvent voir les sombrales s'ils ont vu la mort? Voilà, c'était la petite question du jour. Bisous, bonne journée. Merci Joséphine pour ton hibou. Alors, à mon avis, je pense que oui. Parce que dans Les Animaux Fantastiques écrits par Newt Scamander, il précise que le propriétaire d'un cheval ailé est tenu de lui faire subir à intervalles réguliers un sortilège de désillusion. Donc ça laisse supposer que les moldus qui étaient face à la mort, confrontés à la mort, puissent voir les sombrales. Comme les hippogriffes. Les hippogriffes aussi,
les propriétaires d'hippogriffes doivent leur faire subir aussi des sortilèges d'illusion pour qu'ils ne soient pas vus par les moldus. Ouais, tout à fait. Norbert Dragono a répondu à cette question. Donc si les propriétaires de Sombral sont obligés de le faire, sont obligés de faire des sortilèges. C'est que oui, ils peuvent être aperçus par les moldus. Tout à fait. Et intéressant. Et ouais, on en apprend tous les jours à la fréquence 9.3 gars. Ouais. Et voilà pour cette volière. Un grand merci à tous ceux qui nous envoient des messages vocaux pour la volière ou qui nous écrivent. La plupart du temps, on vous répond, donc n'hésitez pas. On voulait citer pour cet épisode Thomas qui nous avait contacté à propos du fameux débat sur Rogue et à Maud pour son vocal sur les Horcruxes qu'on n'a pas retenu ici, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois, donc n'hésite pas à nous recontacter. Pour tenter d'apparaître dans la volière, on attend vos messages vocaux d'1 minute environ que vous pouvez nous envoyer en message privé sur Facebook, Twitter ou Instagram, ou bien si vous préférez par mail moldu à l'adresse fréquence934@gmail.com. On le rappelle souvent, mais il y a parfois pas mal de décalage entre le moment où vous nous contactez et la sortie des volières, donc on vous conseille de prendre de l'avance. Et même chose si ça vous dit de candidater pour être l'invité d'une future émission. Cette fois, c'est sur notre serveur Discord que ça se passe. Tous ces réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Discord, tout ça, c'est un bon moyen de rester en contact, donc n'oubliez pas de nous y rejoindre. Tous les portes au loin sont en description si nécessaire. Donc Justine, tu as candidaté sur le Discord, tu as été sélectionnée pour nous accompagner dans cette formidable émission. Au final, dis-nous tout, est-ce que ça valait le coup cette candidature? Est-ce que ça t'a plu ou est-ce que ça t'a dégoûté de l'émission? Dis-nous tout. Non, je suis très très contente d'avoir participé et j'avoue quand j'ai candidaté, je pensais que je lançais une bouteille à la mer. J'espérais pas me retrouver avec vous, mais non, je suis hyper contente d'avoir été sélectionnée et puis d'avoir pu enregistrer avec vous aujourd'hui. Trop bien. Bah ouais, c'était un plaisir partagé. Et puis non, c'était pas du tout une bouteille à la mer. Et puis même tous ceux qui l'ont fait, même si je sais qu'il y a certaines candidatures qui commencent à dater un petit peu, ne perdez pas espoir. Hein. C'est juste qu'il y a une petite liste d'attente. Et en plus, des fois, on a des invités spéciaux qui passent un petit peu avant. Donc, aucune candidature n'est une bouteille à la mer. On reçoit tout. Et puis, et on a été très, très ravis de t'inviter, Justine. Et on a passé un bon moment. Donc, merci à toi. Merci à vous. N'hésitez pas à faire comme Justine, à candidater vous aussi. Et aussi, au-delà de participer activement à une émission, un autre moyen de participer en fait à la fréquence et de la soutenir, c'est bien sûr de vous abonner sur l'appli que vous utilisez et de nous laisser des petites étoiles avec un commentaire en fonction de ce qui est possible de faire sur la vôtre. Et pour les aficionados de YouTube, il y a évidemment le petit pouce bleu et l'espace commentaire, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, le moyen ultime d'apporter votre soutien, c'est de nous envoyer quelques galions sous forme de tip. Ça peut être juste une fois ou une petite somme chaque mois. Même si c'est quelques mornies, c'est déjà énorme pour nous. On cite comme d'habitude tous les tipeurs de la fréquence au moment de cet enregistrement. Un énorme merci à Corsetilou, Yourad, Lolax, Mugiwara, Yonde, L'Arithmancien, Clara, Chloé, S, Charlotte, Camille, Lucie, Louison, Aurélien, Kimi Duck, Mathilde et Miss Boukine. Le lien de notre page Tipeee est lui aussi disponible dans la description de l'épisode, bien entendu. Bon bah voilà, Jérémy, Justine, le prisonnier d'Azkaban, c'est fini. Ça fait un petit truc quand même. Ouais, ça fait bizarre parce que je trouve qu'on passe un cap quand on passe à la Coupe de Feu. Des livres plus conséquents, une histoire un peu plus sombre, le retour de Voldemort. On quitte un peu la phase de l'enfance et de la préadolescence là pour aller vers le monde adulte, quoi. Ouais, mais ouais, ça va être bien. Et bizarrement, ouais, à partir du 4, c'est les livres dont je me souviens le moins, en fait. Malgré mes relectures, je sais pas pourquoi. Donc ça va te faire du bien. Ouais, c'est ça. Enfin, ça va me faire du bien. Oui, la fin, je pense que ça va pas trop me faire du bien, mais... Non, oui. mais ça va rafraîchir la mémoire. Bon bah voilà, on va se retrouver pour le prochain épisode pour entamer le premier chapitre du 4e tome de la saga Harry Potter et la Coupe de Feu. Et donc le premier chapitre s'intitulera La maison des jeux du sort. J'ai des frissons, j'ai hâte. Au coquin de sort. Au coquin de sort. Allez, à bientôt. Merci de nous écouter et prenez soin de vous. À bientôt.